toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous critique à la plateforme de la création architecturale. Alors comme d'habitude, on a un menu assez copieux et notamment avec un gros plat de résistance s'agissant de la Biennale d'architecture de Venise. Et aussi, on ne peut pas laisser partir des gens comme ça aussi facilement. Évidemment, nous pourrions parler de Paolo Portoghesi, grande figure du postmodernisme qui nous a quittés. Rien que ça vaudrait aussi, j'allais dire, une émission, en tout cas une séance. Mais on va plutôt focaliser sur deux grandes figures françaises, en l'occurrence Philippe Panneray et Monique Eleb. Alors nous allons commencer par Philippe Panneray, disparu le 12 mai à l'âge de 82 ans. Je rappelle qu'il est né à Royan, c'est assez intéressant parce que c'était... J'ai cru que ça y est, c'était là qu'il était devenu architecte déjà quand il était tout petit. Et non, parce qu'en fait, il est né avant le bombardement de 1945 et avant que ça devienne le laboratoire d'architecture qu'on connaît. Néanmoins, pour la suite, il était l'élève d'Aretsch, Louis Aretsch à l'École des Beaux-Arts, ce qui n'est pas rien. C'était un grand penseur de l'urbanisme, reconnu totalement au point d'ailleurs de recevoir le Grand Prix de l'urbanisme en 1999. C'est une figure de l'école de Versailles et comme nous avons ici l'un des grands tenants de l'école de Versailles, je pense qu'il va tout de suite être interrogé sur la question. Il était l'un des tenants du courant typomorpho, comme on dit dans notre jargon, qui a formé beaucoup d'architectes dans les années 80-90. Il défendait l'idée d'une architecture urbaine. Son livre « Formes urbaines de l'îlot à la barre » en 1977 est une référence en la matière. Alors, Richard, Philippe Panneray, quand tu es arrivé à l'école, il était là? Non, quand j'ai commencé à enseigner à Versailles, il était déjà parti depuis pas mal de temps déjà, depuis quelques années. Mais c'est vrai que bon, c'est un des fondateurs de l'école. Bon, c'est vrai que c'était un des piliers de l'atelier Aretsch avec Jean Castex. C'est eux, donc ensuite, qui ont fondé l'école de Versailles. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à l'urbanisme. Bon, je ne connais pas en détail son parcours, parce que c'est vrai qu'il avait fait, par exemple, avec Aretsch, le projet pour les Halles dans les années 60, en 67, je crois, un petit peu après son diplôme. Donc voilà, je ne connais pas vraiment son parcours, mais c'est vrai que voilà, l'école de Versailles, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est fondée un tout petit peu sur la ville, sur le dessin de la ville. Et quelque part, le contenant, voilà, donc la ville, l'école, c'est devenu le contenu de l'enseignement, puisque les étudiants de Panneray se sont interrogés, comme tu l'as dit très bien, donc, sur les formes urbaines qui étaient constitutives donc, de l'urbanisme Panneray. Et surtout, c'est vrai que bon, le livre, là, l'îlot à la barre, bien sûr, je l'ai lu quand j'étais étudiant. C'est quand même un ouvrage majeur de la fin des années 70, du début des années 80. Parce qu'effectivement, d'emblée, ça pose le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a la barre, c'est un petit peu c'est pas le degré zéro de l'architecture, mais ça témoigne quelque part voilà, de la lutte qui est constante entre l'architecture et la ville. C'est vrai qu'avec le mouvement moderne, eh bien, l'architecture avait complètement gagné sur la ville, c'est-à-dire qu'on s'intéressait peu des questions d'espace public, de tissus, mais plutôt on s'intéressait donc à faire des objets rédempteurs, voilà, donc qui étaient capables, des pièces urbaines qui étaient capables de générer donc des générateurs, voilà, des générateurs. Et lui, justement, il s'est opposé à ça. Et il est revenu donc sur l'organisation des tissus. Et comme tu l'as très bien dit, donc il a prôné donc une architecture urbaine. Bon, c'est pas venu comme ça, hein, bien sûr. Il y a tout l'apport de l'Italie, d'Aldo Rossi, de la Tendenza, toute la réflexion, comme tu l'as dit, sur les typologies, sur la morphologie. Voilà. Et c'est vrai qu'il a dessiné quelque part aussi, disons, une critique. De la modernité à la française par rapport donc par opposition donc justement aux Italiens de la Tendenza ou aux Américains comme Venturi. C'est en ce sens-là qu'il était intéressant. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il a été architecte. Je crois que j'ai trouvé aucune trace de ce bâtiment. Et pourtant, quand je rentrais de Versailles, très souvent, je passais devant parce qu'il avait fait un bâtiment un petit peu néoclassique, un petit peu à la Ledoux, avec un immeuble de logement.
Voilà, donc on a oublié qu'il était aussi architecte et qu'il a aussi donc, fait ce type d'architecture. Philippe, si on se souvient bien aussi, il avait, à l'école de Versailles, une sorte de détracteur, c'était Henri Gaudin. La figure d'Henri Gaudin qui s'opposait à lui, justement, c'était intéressant d'avoir une autre alternative dans une école. Lui, il l'avait peut-être fondé, mais déjà, à peine l'avait-il fondé que Henri Gaudin ouvrait une autre voie. Oui, mais enfin Henri Gaudin, il vient aussi de l'atelier Arèche. Il a aussi travaillé avec Arèche. Il a travaillé, donc, bon, comment il s'appelle, Paneret, c'était sur les Halles donc en 67, et puis donc Gaudin, c'était à Rouen, là, sur la place du marché. Donc l'opposition, c'est une thématique, je pense qu'on retrouvera quand on parlera de la Biennale de Venise. Elle n'est pas aussi forte qu'on peut le penser. Philippe. Oui, moi, évidemment, ce fameux livre de Lillo à la barre, il était fondamental et crucial dans mes années d'études. Il y en avait quelques-uns comme ça. Il y avait Architecture sans architecte. Il y avait un livre de Tafoury absolument incompréhensible. Mais enfin, c'est les livres qui structuraient comme ça. Non. Et ce que je trouve le plus étonnant, moi, c'est de penser qu'il y a eu une époque où cette idée de la typomorphologie, eh bien, elle n'existait pas. C'est absolument fascinant de penser. Aujourd'hui, ça nous paraît évident que quand on analyse une ville, on voit les plots, les îlots, la forme de la rue, la manière dont ça s'était construit, l'arrivée des bars, les quartiers. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a fallu quand même ce livre de Paneret et Castex pour le voir. Et ça m'étonne beaucoup. Et alors, ça a été quand même vraiment, ça a été quasi révolutionnaire quand même comme façon d'aborder la ville. D'abord, c'est ce que dit Richard, c'est vrai que d'un seul coup, il est paru évident que l'architecture et la ville, ça faisait un, qu'on ne pouvait pas les dissocier, que c'était en tout cas, on pouvait le faire, mais que c'était peut-être pas une bonne idée. Et puis, ce qui est, je trouve, alors qu'on peut dire aussi, c'est que maintenant, des décennies plus tard, j'ai l'impression que quand on regarde tout ce qu'on fait dans les quartiers de villes nouvelles, enfin dans les quartiers, pas les villes nouvelles, mais les quartiers comme à Boulogne, etc., où on voit toutes ces accumulations de plots les uns à côté des autres, tous à la même hauteur parce qu'il faut remplir le PLU, le poste, etc. On a l'impression que l'enseignement qui a été celui de Paneret-Castex, il a disparu. Et pourtant, paradoxalement, il y a plein de professeurs qui continuent d'enseigner la typomorphologie à leurs étudiants, à mon sens à tort aussi, parce qu'ils ne restent bloqués que là-dessus. Et comme on l'a déjà dit ici, on assiste en ce moment à une espèce de désaffection pour la ville chez les étudiants. On en parlera aussi à propos de la Biennale de Venise. Donc tout ça est étrange, parce que j'ai l'impression qu'il se referme comme une parenthèse, où il y a eu Paneret-Castex qui nous ont éclairés sur la ville, et puis que cet éclairage sur la ville est en train de s'assombrir. Voilà. Sophie. Oui, alors moi j'irai un peu sur des terrains. Ça marche ? Oui. Des terrains un peu plus personnels. Il se trouve que à l'occasion de son décès, j'ai découvert que une de mes voisines et amies était la nièce de Philippe Paneret, et donc elle témoignait un peu de ce qu'il était dans la vie, et donc elle expliquait que c'était quelqu'un d'extrêmement simple et qui avait qui était passionné de bricolage, qui faisait tout lui-même. Ils avaient acheté avec sa femme un atelier de peintre rue Daguerre à Paris, et elle m'expliquait qu'ils avaient mis 10 ans à construire leur cuisine, qu'il allait à Leroy Merlin acheter des carreaux qu'il concassait pour fabriquer des meubles ensuite. Donc il y a un peu un côté facteur cheval comme ça, c'est assez amusant. Mais donc, non, ce qui est intéressant, c'est que voilà, elle dépeignait quelqu'un d'une grande simplicité, et donc qui était aussi très en accord dans la vie par rapport à ce qu'il défendait, parce que ça a été quand même aussi assez tôt quelqu'un qui a défendu l'idée qu'il fallait vraiment faire très attention à l'artificialisation des sols. Et puis, il avait quand même un regard bienveillant à travers ses projets et à travers les idées qu'il défendait sur la réalité urbaine. C'est-à-dire que lui,
Donc effectivement, il prenait un retour à la ville traditionnelle, mais alors évidemment pas du tout dans le sens haussmannien. Il était plus dans l'idée, même s'il n'adhérait pas totalement à cette idée-là, mais il était plus dans l'idée de l'îlot ouvert de Christian de Portzamparc. Et donc pour lui, c'était regarder la réalité, revenir à des formes plus anciennes dans ce qu'elles ont de bienveillant, mais en intégrant par exemple la question contemporaine des infrastructures, la question contemporaine de comment on fabrique la ville aujourd'hui. Et donc, si on revient un petit peu sur les exemples bâtis sur lesquels il a travaillé, donc je repense au quartier Atlantis à Massy, dont on avait parlé ici au rendez-vous critique. Et donc, c'est vrai, il avait là réussi à mettre des montages financiers originaux qui faisaient que là, ce qui pose problématique dans ces nouveaux quartiers, donc ça peut être un zonage programmatique, donc là, il y avait quand même une vraie mixité, puis surtout des montages financiers particulier pour pouvoir tout de suite investir les rez-de-chaussée et fait qu'il y ait un peu une animation urbaine dans ces quartiers neufs, voilà, qui sont toujours un petit peu difficiles quand même à vivre au moment de leur livraison. Ensuite, moi, j'ai été aussi très intéressée par ce qu'il a fait à Grenoble, donc la transformation du quartier de la Tessère, où là, c'est une illustration de l'idée qu'il développait de résidentialisation. Alors, bien sûr, ce n'est pas la résidentialisation telle qu'on l'imagine aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup d'ensembles de logements qu'on vient sécuriser et enfermer derrière des murs ou des barrières. D'ailleurs, c'est le cas dans le 13e pour les hautes formes de Christian de Portzamparc. Mais lui, c'était vraiment travailler sur une clarification des domanialités entre la ville, le bailleur et les habitants. C'est-à-dire que comment clarifier pour qu'il y ait une forme de responsabilisation et que les lieux soient mieux vécus et investis par tous. Donc ça passait aussi par des petites choses du quotidien, dans les cheminements, dans la place accordée à la voiture, des choses aussi triviales que la question des poubelles. Donc pouvoir faire des containers enterrés pour pas obturer l'espace public. Donc c'est plein de petites choses comme ça, donc banales et quotidiennes. Mais au final, quand on voit cette transformation, elle est vraiment très réussie et très intéressante. Après aussi, les souvenirs que j'en ai, c'est les amis que j'avais. Enfin, moi, à l'époque, j'étais étudiante à Lille, mais en tout cas, les amis que j'avais qui étudiaient à Belleville et qui l'avaient comme professeur, voilà, étaient vraiment très très enthousiaste par rapport aux cours qu'il donnait. Et puis c'était c'est un vrai, on l'appelait l'arpenteur, c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance de terrain. Quand il parlait à ses étudiants de Brasilia, je me souviens qu'on avait échangé à ce propos-là, lui il a vraiment étudié mais toutes les typologies, toutes les formes urbaines existantes à Brasilia. Non, mais anecdote personnelle, j'étais avec lui dans un workshop organisé par l'Institut français, justement avec Olivier Mongin et Vincent Lavergne, sur la ville et autres, à Cali. Et en fait, nous sommes rentrés à pied, ce qui a effrayé évidemment tous les gens qui organisaient, parce qu'à Cali, quand on voit la réputation de cette ville et autres, eh bien, nous l'avons fait, nous avons traversé des territoires et autres, et finalement, c'était très intéressant. Donc, en effet, je confirme le côté arpenteur. Alors parlons de Monique Eleb maintenant, qui elle nous a quittés à l'âge de 77 ans le 26 mai dernier. Déjà, et je crois qu'il faut absolument dire que c'est une grande figure de la recherche, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup écrit, notamment sur l'habité. Elle avait commencé par penser l'habité. Et on se souvient de son dernier livre, ou l'un de ses derniers, qu'elle avait écrit avec Philippe Simon, Entre confort, désir et normes. Le logement contemporain. Tout est dit là sur les écueils et autres et les attentes. Bon, c'est une sociologue donc, qui a dédié sa vie à la question du logement, donc le plan,
l'usage. Elle a formé je ne sais combien aussi d'étudiants, là encore, et on se souvient qu'elle avait fait partie de l'équipe de FVRDV pour la consultation sur le Grand Paris. Donc elle avait apporté son concours à ce projet très radical dont vous vous souvenez, où il proposait justement, Winnie Mast, d'osmaniser Haussmann. Isabelle. Je ne peux pas dire que je sois très, très, très familière de toute son œuvre, mais ce que j'ai compris, en tout cas, c'est qu'effectivement, je pense qu'elle a marqué quand même pas mal de générations d'étudiants. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu vraiment pas mal d'hommages qui avaient l'air assez sincères, qui étaient inspirés et émus. Je me souviens de Ingrid Taillandier, par exemple, qui a écrit un petit texte sur elle en disant qu'elle ne ferait pas du tout ses logements de la même façon si elle n'avait pas eu les cours de Monique Eleb. Moi, les échanges... en fait, je l'ai interviewée une fois, c'était au moment du Covid. Et donc, au moment du Covid, en gros, elle est revenue sur cette idée qui était fondatrice chez elle, qui était un peu l'idée de sa thèse de doctorat, qui était donc l'idée qu'en construisant son chez-soi, en modelant son habitat, on construit son identité, on façonne son présent et on peut se projeter dans l'avenir, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, je me souviens juste que sur la période du Covid, elle espérait que ça puisse être un révélateur du fait que finalement, justement, les gens, il y a beaucoup de gens qui n'investissent pas énormément leur logement, qui n'ont pas conscience finalement de ce lien et qui, c'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait, que d'ailleurs la fabrique des logements, les typologies aujourd'hui n'incitent pas non plus à s'approprier vraiment, ne donne peut-être pas l'idée qu'on peut s'approprier son logement, entre que ce soit les logements ou eux-mêmes ou je sais pas, le mobilier Ikea, enfin le côté très standard en fait des formes de logement. Et elle faisait l'hypothèse que peut-être en étant confinés chez eux, les gens allaient se mettre à transformer leur logement, à essayer de les accorder un petit peu plus à leurs désirs et renouer peut-être avec quelque chose d'un peu fondamental à travers ça. Bon, ça c'était une chose dont je me souviens, mais surtout j'étais tombée sur un livre d'elle que j'avais trouvé vraiment super, qui était un beau livre qui est sorti en 2020, je crois, elle avait écrit avec Lionel Engrand. Ça s'appelait « La Maison des Français, discours imaginaire modèle ». Paru chez Madraga, et c'était en fait un livre sur l'histoire des pavillons en France, des maisons sur catalogue, et en fait elle en faisait une généalogie à partir de l'après Première Guerre mondiale jusqu'aux années 70. C'était un très beau livre, hyper richement illustré, franchement, que je recommande, qui est assez passionnant dans ses illustrations, parce qu'on couvre quand même 50 ans d'histoire, et c'était nourri de textes qui revenaient sur le débat entre architecture régionaliste et architecture moderne, et qui dépassaient vraiment les questions esthétiques pour embrasser des questions, des impératifs industriels, économiques, des questions liées à l'identité nationale. Enfin, c'était vraiment riche, vraiment passionnant. C'était une sorte de micro-histoire en fait du XXe siècle. Et voilà ce dont je peux parler. Richard. Oui, Monique Eleb, bien sûr. Enfin, Monique Eleb, écoutez, ce qui est intéressant, c'est vrai, c'est de parler en même temps de Monique Eleb et puis de Paneret, parce que c'est vrai qu'il y a le même intérêt pour les typologies. Bon, lui, c'est plutôt les typologies urbaines, elle, c'est plutôt l'intérêt donc sur les typologies à l'intérieur des logements. Et aussi, c'est vrai que quelque part, les deux, ils arrivent un tout petit peu à borner, disons, l'intervention architecturale, parce que c'est vrai que le mouvement moderne, l'architecture moderne, c'est de dire que on fait des bâtiments, et puis surtout, on fabrique un homme nouveau, quoi, alors que eux, justement, d'abord, ils ont rappelé que quand tu fais un bâtiment, tu ne le fais pas dans un champ de blé, mais tu le fais dans une ville. Et ensuite, l'important, c'est les relations que le bâtiment va entretenir avec les autres bâtiments en face de lui, et ce qui va être généré de cette confrontation. Et puis, elle, donc, c'est vrai qu'à l'intérieur du bâtiment,
Hein, c'est comment les gens l'ont habité, l'ont transformé, l'ont apprivoisé. Voilà, donc il y a deux critiques de l'intérieur et de l'extérieur, hein, disons, de l'aspect démiurgique, hein, de l'acte architectural. Sophie. Oui, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que dans ces méthodes, voilà, comme Philippe Paleret, c'était un homme de terrain, elle c'était aussi une femme de terrain, donc elle allait quand même, elle procédait vraiment à un travail de relevé, enfin, en tout cas au moins avec ses étudiants. Et puis c'est quelqu'un qui a, comment dire, qui a réussi à tisser une histoire de la sociologie de l'habitat à partir de la lecture approfondie de plans. Et donc, elle se positionne vraiment comme voilà, la seule qui a vraiment travaillé, ou une des seules, sur l'histoire de l'architecture de l'habitation. Et elle allait aussi chercher, par exemple, dans le domaine pictural, donc à partir de l'observation d'un tableau de Vermeer, elle va travailler sur la question de l'intime, sur le rapport maître-domestique, la place des enfants dans la société. Donc elle dépeint une société à partir du travail de lecture du plan, des plans parfois très très complexes. Et donc à travers la peinture. Elle a donc, avec ce travail historique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même hissé des préoccupations qui sont majeures aujourd'hui. Donc ces dernières années, on a placé vraiment au centre la question de la flexibilité, et elle a identifié que déjà, dès le 19e, il y avait une vraie demande de la part des commanditaires pour obtenir des logements flexibles. Et alors ensuite, je pense qu'il faut aussi citer le travail qu'elle a fait avec Jean-Louis Cohen sur Casablanca. Voilà, donc c'est un travail très important qui quand même a réussi à générer l'inscription de la ville au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que tout d'un coup on a regardé la ville différemment, on a regardé son patrimoine différemment, et c'est quand même un patrimoine moderne mais extrêmement riche. Donc ça c'est quand même voilà, c'est quand même vraiment une partie aussi très intéressante de son travail. Philippe. Oui, à part cette remarque sur son travail avec Jean-Louis Cohen, évidemment, qui est un livre formidable sur Casablanca, moi je dois dire que j'ai toujours été ça m'a toujours beaucoup ennuyé, Monique Haleb, pour dire les choses franchement. Alors on peut dire que j'ai échoué devant Monique Haleb, c'est possible que j'ai pas réussi à rentrer dans son œuvre, mais on parlait, je me souviens des cours de Michel Verne que j'ai eu sur l'habitat, sur la naissance du couloir, c'était formidable. Il y avait une espèce d'énergie extraordinaire. C'était un historien, c'est surtout un conteur et un auteur. Le style de Monique Haleb, moi, c'est un peu. Moi, je trouve que Houellebecq est un écrivain qui a beaucoup d'idées, mais son style m'ennuie. Moi, j'ai échoué devant Houellebecq. Moi, j'ai échoué devant Monique Haleb. Ça m'ennuyait. J'ai jamais réussi. J'ai toujours trouvé que. Mais j'ai un problème avec les sociologues, de toute façon. J'ai toujours trouvé que les sociologues, ils en faisaient trop. C'est-à-dire qu'il fallait beaucoup d'entretiens pour souvent enfoncer des portes ouvertes. Là, on est dans le logement. Bon, ils enfonçaient aussi les fenêtres, mais c'est vrai que moi, ça m'a vraiment ça m'est toujours tombé des mains, quoi. Voilà. Donc, je suis pas le bon client. En tout cas, immense personnage, hein, qu'on a souvent reçu ici à la Cité de l'Architecture, et on s'en réjouit parce que c'est vrai que ses interventions sur le logement étaient toujours d'une justesse absolue. Alors, le gros morceau maintenant, la Biennale de Venise. Alors, y avait-il un thème plus ouvert, plus prometteur que le laboratoire du futur? Non, mais y en avait-il un, honnêtement? Alors, la commissaire Leslie Loco, architecte et écrivaine, a anglais de manière très engagée cette biennale. Décolonisation, décarbonation. Voilà. C'est un focus particulier sur l'Afrique, quand même s'il n'y a pas que l'Afrique. Mais on pourrait dire que c'est une Afrique vue depuis Londres ou New York, ce qui est peut-être, en tout cas, ça modère le débat.
Alors évidemment, à l'Arsenal, il y a toujours son lot d'installations artistiques, dans celle Forest, je vais le traduire directement puisque c'était un mot ghanéen, sorte de pyramide en bois noir de David Adadier, ou cette structure souple de Serge Atoukwei Clotey, j'espère que je prononce bien, là aussi du Ghana, que l'on voit au ras de l'eau. Peu d'architecture à vrai dire, mais de très bons questionnements, comme celui de Flores et Prats sur la transformation, des architectes barcelonais qui ont réalisé la transformation de la Sala Beckett à Poblenou à Barcelone, ou celui d'Andrés Raquet, sur la provenance des matériaux à partir d'une grande opération à New York. Je veux parler de Hudson Yards. Les Giardini avec leurs pavillons nationaux, pas de pavillon russe bien sûr, mais d'autres pavillons, je ne vais pas les citer tous, loin de là, parce que vous allez le faire, mais quand même celui d'Israël fermé à l'image des data centers, ou la Belgique sur le vivant, car le pavillon belge, en fait, il a retenu toute l'attention avec une installation à base de champignons cultivés dans des caves bruxelloises, un mycomatériau qui vise à produire une architecture locale et compostable, je cite ses commissaires. Et le pavillon central, on va en discuter, assez décevant pour ma part. Et quand même, il ne faut jamais oublier le off, le pavillon du Portugal centré sur la question de l'eau, comme celui de l'Égypte ou du Danemark d'ailleurs, et la magnifique monographie de Kengo Kuma. Bref, je dis, avant de vous passer tout de suite la parole, le Lion d'Or a été attribué au pavillon du Brésil. On va en discuter, évidemment, parce que là, il y a débat. Alors, qui va ouvrir? Richard. Oui, moi, je ne sais pas quoi dire de cette biennale, parce que c'est vrai que j'étais à l'école avec des problèmes de grève, des questionnements sur... bon, c'est pas le colonialisme, mais on parle de racisme, on parlait aussi de genre, on parlait de... Effectivement, on parlait aussi de l'enseignement un petit peu... Enfin, c'est les étudiants grévistes qui parlaient aussi de l'enseignement un tout petit peu dépassé, trop carboné, trop fondé sur le béton et le métal. Et c'est vrai que bon, c'est un tout petit peu ce que j'ai retrouvé à Venise. Donc je trouve que finalement, cette biennale, quelque part, en tout cas, elle est en phase avec quelque chose qui traverse la France, mais je pense d'autres pays, qui traversent l'enseignement, qui traversent la jeunesse. Mais c'est vrai, mais c'est vrai aussi que, comme tu le dis très bien dans ton article dans Le Monde, toutes les biennales, putain, c'est des interrogations sur le présent. Mais simplement, par exemple, la première biennale, la biennale de Portoghesi, là, donc, c'était la présence du passé. La présence du passé, voilà, c'était de marquer la fin du modernisme, voilà, donc, et surtout, voilà, on apportait quand même malgré tout des solutions. Tandis que là, en fait, il est surtout question donc de déconstruire. D'abord, c'est vrai que c'est aussi le grand retour de Derrida, parce que Derrida, quelque part, il était souvent présent dans les années 90, puisqu'il y avait donc les gens comme Libeskind, comme Eisenman, qui cherchaient donc à appliquer assez péniblement ces théories donc à l'architecture en proposant des architectures déconstruites, c'est-à-dire qui refusaient donc à imprimer voilà, à même le paysage l'anthropocentrisme, donc qui contestait la verticalité, qui contestait les hiérarchies, qui contestait l'ancrage au sol. Et puis là maintenant, voilà, c'est un peu au secours, Derrida revient, mais il revient d'une autre façon, parce qu'il revient, disons, à travers les États-Unis, à travers la mouvance woke, où on met finalement, on met tout en crise, on met surtout les discours en crise. Effectivement, on s'interroge toujours sur quand il y a un discours, voilà, qui parle, et on décompose le discours entre une lutte entre dominant et dominé. Donc ça peut être effectivement une civilisation qui en domine une autre, ou alors un genre qui en domine un autre. Et donc c'est un petit peu ça qui est décliné pratiquement partout dans la biennale. Bon, je ne prends pas position par rapport à ça. C'est vrai que c'est dans l'air du temps, et c'est bien finalement d'en parler. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des choses quand même qui m'ont un tout petit peu gêné, voilà, parce qu'il y a aussi ce côté déboulonnage de statues, quelque part, voilà, comme dans les statues aujourd'hui qu'on abat à la Martinique et ailleurs, là, pour les gens. Là, tu parles du pavillon le Lion d'Or. Voilà, le Lion d'Or, voilà, c'est ça, c'est la manière dont ils ont déboulonné la statue de Monsieur Costa. Monsieur Costa, voilà, c'est quand même, je trouve que c'est quand même, voilà, parce que Lucio Costa,
on peut dire ce qu'on veut de lui. D'abord, c'est vrai qu'avec les meilleurs, ils ont réussi donc, à faire du Brésil, qui était un pays complètement émergent, totalement inconnu, un pays qui a compté donc, à la fin des années 60. Donc voilà, ça c'est clair et net. Et surtout, Lúcio Costa, c'est pas le moderniste absolu, quoi, parce que moi, je connais un tout petit peu son œuvre, mais il a travaillé sur l'architecture en terre cuite, sur les kobogos, qu'il a mis donc dans ses bâtiments dans le parc de l'Orangerie à Rio. Mais il a fait aussi des constructions en bois. Donc tout ça, bon, voilà, je trouve qu'il y a parfois, disons, une certaine injustice à déboulonner les statues. Isabelle. Alors, que dire? C'est vrai que par où déjà, on va rentrer? La tendance générale. Non, mais moi, elle m'a beaucoup enthousiasmée, cette biennale, sur laquelle effectivement on peut redire plein de choses. Effectivement, on parle de l'Afrique, c'est une certaine Afrique, tout ça c'est sûr. Mais quand on voit, par exemple, moi j'ai regardé. On voit que alors je ne sais plus combien il y a de pavillons nationaux à la Biennale, mais je ne sais pas, 70 ou 50, enfin bon, beaucoup. Hein. Il y a 2 pavillons africains. Moi, j'étais là dans les journées vraiment presse au tout début, où on était un petit groupe d'une vingtaine, trentaine de journalistes. Je crois que sur les 30 journalistes, on était 2 femmes et tous blancs. Et il y avait Leslie Locaux qui nous faisait la visite. Et je me suis tout de suite fait la réflexion que c'était quand même étrange, quoi, parce qu'elle faisait sa biennale où le sujet n'est pas l'Afrique, mais l'Afrique était la vedette, en fait, parce que c'était ça, pour aller vers un avenir, parce que c'était comment voilà, l'architecture va nous inventer un avenir désirable, en gros, et partant du principe pour elle qu'un avenir désirable était un avenir décarboné et décolonialisé. Donc, ce qui voulait dire que le présupposé, c'était qu'il fallait rendre d'abord à l'Afrique la place qui, en termes de taille de continent, de population, de culture même, lui revenait de droit. Et on était quand même dans un lieu comme beaucoup d'autres, mais peut-être particulièrement quand même, la Biennale de Venise, le milieu de l'architecture, où elle était particulièrement effacée, où Lúcio Costa, quoi qu'on pense de lui, c'est pas de sa faute, mais il se trouve que c'est ça que raconte quand même le pavillon brésilien. C'est la ville de Brasilia. Ce qu'on apprend, c'est qu'elle s'est installée sur un endroit où il y avait des villages, où il y avait une culture, et elle a rasé. C'est le principe de la table rase. Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ça, c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup, parce qu'effectivement, il y avait peu de maquettes. Il y avait peu d'architecture, parce que finalement, l'Afrique est quand même un pays qui ne produit pas énormément d'architecture. Donc, on est allé rechercher des architectures vernaculaires, des magnifiques mosquées, des temples qui ont quand même été représentés. Et après, je trouve que l'intelligence qu'elle a eue, plutôt que de soit mettre 3 bouts de bâton par terre, soit de faire appel à des architectes qui, comme souvent à la Biennale de Venise, se piquent un peu de faire des installations d'art contemporain, elle est allée chercher beaucoup des artistes qui travaillaient sur la question de l'architecture. Sur la question de l'architecture, et donc qui allaient chercher finalement. C'est là que la déconstruction était pas seulement dans le pavillon brésilien, mais il y avait beaucoup d'installations qui allaient chercher finalement qu'est-ce que l'architecture a recouvert et qui allaient déterrer ça. Il y avait une autre tendance qui était vachement intéressante, qui venait pas que des artistes d'ailleurs, qui venait aussi de certains collectifs d'architectes, la tendance un peu forensique d'utiliser les outils de l'architecture pour aller faire des enquêtes un peu de la même manière sur des choses qui avaient été enfouies, des choses, des cultures, des villages, des architectures qui ont été effacées de l'histoire, des mémoires, etc., par le colonialisme. Mais par ailleurs, il y avait une installation qui était absolument passionnante, qui c'était celle de ce collectif qui s'appelle Killing Architecture, qui était un truc super fort, qui révélait l'existence d'un camp ouïghour, voilà. Et qui était une enquête au long cours, complètement incroyable, où non seulement ils ont retrouvé les traces par recoupement d'images satellites, de témoignages, de revues, bon, je ne sais plus exactement quoi, en plus, je n'ai pas
eu le temps de regarder le truc dans son intégralité, je l'avoue, là, pour pas qu'on me... si jamais je disais une bêtise, mais j'en ai vu au moins la moitié, et qui après, ça a aussi donné lieu à toute une reconstitution, une carte super belle, incroyable derrière. Ça, c'était un des trucs très, très forts. Oui, prenons cet exemple, justement, de Killing Architecture. C'est vraiment très intéressant. En effet, elle révèle une situation... C'est presque reporting from the front. Là, ça n'a rien à voir avec le laboratoire du futur, sauf à dire que les Ouïghours sont enfermés et on ne dit pas tout. Donc, c'est en fait des lanceurs d'alerte. Là, c'est autre chose. Ouais, mais moi, je pense qu'on peut... De toute façon, laboratoire du futur, c'est un peu comme tous ces intitulés de biennale. C'est quand même des espèces de grands attrape-tout. On peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Et moi, je veux dire, ça me choque pas du tout que ce soit là, dans le sens où cette tendance forensique de l'architecture, on peut aussi considérer que ça fait partie de l'avenir de l'architecture. Donc, je n'irai pas sur ce terrain-là. Oui, bon, alors... Déjà, la tendance générale. Non, mais déjà bon, c'est toujours la même histoire. Est-ce que c'est une bonne biennale, pas une mauvaise biennale? Moi, sur le fond, je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise biennale, parce que c'est absolument passionnant, même intellectuellement, justement, de ce que ça oblige à penser. Et celle-là, je la trouve quand même assez riche. Alors, moi, je dirais que la première chose, c'est que il m'a semblé que la première tendance que j'ai relevée, c'est une espèce d'auto-flagellation, quoi, une grande culpabilité. Alors, il y avait plein de pavillons qui l'exprimaient. Il y avait le pavillon, d'abord, le pavillon autrichien, qui alors lui, posait carrément sur la table la question de la biennale comme une espèce de société impérialiste qui venait voler dans Venise les espaces libres pour les attribuer à la biennale alors qu'ils auraient pu servir à autre chose. Donc ça, c'était déjà très fort. Mais il y en avait d'autres. Le pavillon tchèque qui était fermé, qui renvoyait à la corderie, à une espèce de questionnaire sur l'état du métier d'architecte. Les Allemands qui n'exposaient finalement que le recyclage des pavillons, enfin de tout ce qui avait servi à la biennale d'art précédente. On pourrait même dire que les Japonais se posaient la question même de leur propre pavillon. Le pavillon israélien, évidemment, fermé et transformé, fermé parce que étant comme un data center avec cette idée, mais les Israéliens, ils placent toujours la barre extrêmement haut parce que c'est toujours, je trouve, absolument passionnant. Parce qu'ils révèlent un truc tout à fait surprenant, c'est que un des éléments les plus importants de notre monde, qui sont les data centers, justement, on ne sait pas quelle forme ils ont, on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est quand même très intéressant, au point que moi, j'ai vu des étudiants à Malaquais proposer comme projet, justement, un data center avec à leur côté qui servait à la rébellion, machin truc. Bon, ça, c'était encore autre chose, mais c'était marrant. Pour eux, le data center, c'est vraiment quelque chose de notre monde d'aujourd'hui. Bon. Après, pour revenir sur l'histoire du camp ouïghour, etc., on peut penser que dans l'idée du laboratoire du futur, c'est pas idiot de considérer que le système chinois est notre futur et que c'est une question. Parce que la manière dont la répression chinoise par la technologie... alors là, elle est démontée par la technologie aussi. C'est ça qui est intéressant. Mais enfin bon, donc il y avait déjà ça. Après, évidemment, il y a cette fameuse question de la place de l'Afrique, etc. Moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, même si moi j'ai trouvé que dans le pavillon central, ce qui avait été exposé, qui est quand même, on est d'accord, plutôt de l'art contemporain, moi, j'ai quand même trouvé ça assez beau. J'ai trouvé que c'était quand même vraiment des pièces assez magnifiques. Mais en même temps, c'est sûr qu'on pourrait, si on veut parler de colonialisme, on pourrait dire que là apparaît une autre forme de colonialisme, qui est une espèce d'international de la jet set, de la diaspora africaine, qui est en gros marquée par le marché de l'art. Et c'est là, alors c'est plus une race, c'est une élite. Mais là, on est dans quelque chose qu'on peut tout aussi dénoncer aussi, d'ailleurs. Donc, bon, mais c'est comme le pavillon du Brésil, c'est-à-dire cette histoire. Moi, je l'avais tout de suite repéré parce que ça m'a fait rire, le pavillon du Brésil. Je me suis dit, c'est quand même génial. Alors là, on a un déboulonnage tordant parce que Niemeyer, qui est passé à la postérité comme l'architecte social, communiste, etc., d'un seul coup, il passe pour un vrai pourri, associé avec cet atroce, c'est vraiment une association de malfaiteurs, avec le Lucio Costa, qui viennent virer un peuple premier. Sauf que le problème, c'est ce que je disais toujours, c'est que, comme disait Freud, le fantasme de l'origine, c'est l'origine du fantasme. Ce peuple premier, il trouvera toujours plus premier que lui. Moi, j'attends que les Français réclament aux Italiens des dommages et intérêts pour l'occupation romaine, quoi. Donc c'est une histoire de dingue, quoi.
Donc il y a un moment, il faut quand même comprendre que tout ça est quand même extrêmement touchy, que c'est que des brasiers qu'on allume, mais après on sait pas ce que ça enflamme, quoi. Donc là, bon, mais en même temps, j'ai trouvé que du point de vue artistique, c'était quand même très intéressant. Après, il y a quand même on sent des courants, et là c'est le cas de le dire, puisque la question du manque d'eau est prégnante. Elle est vraiment apparente. D'ailleurs, le pavillon du Danemark était assez beau, justement, ce qui exposait les différentes manières de lutter contre l'élévation des niveaux de l'eau. Il y avait quand même, c'est vrai, ce pavillon belge qui même s'il était un peu dur d'aspect, il était quand même assez beau. Et j'en reparlerai à la fin, si on a le temps de parler des choses parce que cette idée de l'architecture à partir des champignons, on la retrouve en ce moment, c'est un élément, quoi. Bon. À part ça, j'ai trouvé aussi que dans la Corderie, par exemple, il y avait une œuvre que j'ai trouvée absolument magnifique, c'est ce film-là, qui s'appelait, je ne sais plus comment, Endeavour, le nom m'échappe, là, qui est un film qui met en scène un paysage énergétique qui serait celui d'une décarbonisation, d'une planète décarbonée, qui était onirique, absolument sublime, vraiment magnifique, où on voit l'énergie de la mer, etc., avec des espèces de structures qui rappellent un peu les folies utopiques de livres de pierre et tout. C'était très, très beau. Donc, bon, on reprendra la parole, mais il y a plein de choses, quoi. Alors finalement, le pavillon, Richard, qui t'a le plus, j'allais dire, intéressé, puisqu'on a compris ceux qui t'ont interloqué, mais ceux qui t'ont intéressé, ça serait quoi? Non, on va parler du pavillon français tout à l'heure, je crois. Donc oui, on va parler du pavillon français. Voilà. Absolument, on n'oublie pas. Je ne peux pas dire qu'il y a des pavillons qui m'aient fasciné. Bon, c'est vrai, qui m'ont intéressé. Oui, bien sûr, j'ai apprécié le pavillon espagnol. C'est vrai qu'il fait voir effectivement. Donc, le pavillon espagnol, il est sur la nourriture. Hein, voilà, tout d'un coup, les structures de production de la nourriture. Voilà, qui fait voir surtout l'Espagne, voilà, comme le pays disons le verger de l'Europe. Voilà, et puis tous les équipements, hein, qui permettent justement cette production, ce conditionnement, et cette distribution, hein, de ces produits dans tout le reste de l'Europe. Oui, ça c'était très, très, très intéressant. J'ai bien aimé. Oui, le pavillon. Tu l'as parlé, le pavillon. C'est vrai que le pavillon autrichien. Voilà, c'est vrai que voilà, cette mise en accusation, voilà, cette mise en accusation directe de la direction de la Biennale, ça c'était complètement fou. C'est vrai que le pavillon chinois aussi était le pavillon, le truc de King's Architects, effectivement, de faire voir, de montrer donc la manière dont sont traités les Ouïghours par la Chine, mais voilà, c'est bouffé comme ça, contestataire. Mais surtout le pavillon donc autrichien, puisque lui, il s'est directement attaqué. Donc, quelque part comme si le commissaire de la Biennale, là, enfin italien, là, c'est une sorte d'apprenti sorcier. Il appelle quelqu'un, il jette un thème et ça retombe contre lui. Parce que c'est vrai que la Biennale, comme l'a très bien dit Philippe, c'est une gigantesque emprise qui enclave les quartiers populaires alentours et qui les empêche de se développer. C'est vrai, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a rien. Hein, il s'accapare, voilà, tous les arbres au détriment donc de la population qui habite autour. Donc c'était une très bonne idée. Et il faut dire aussi que l'idée du pavillon, c'était pas de faire une maquette, c'était vraiment de construire un pont permettant donc aux habitants du quartier de venir profiter des jardins donc du pavillon autrichien. Et ce pont a été bloqué par l'administration de la Biennale. Voilà, donc c'est assez. Voilà, je trouve que c'était assez intéressant, assez fascinant. Voilà, ce que pouvait. Enfin, comment les choses les dispositifs comme ça, ils se mettent en place et puis ils s'emballent comme ça. Voilà. Alors, oui, pardon. Vas-y. Oui, tu vois, je voudrais juste rajouter deux choses. Dans la série justement des pavillons mettant en cause ou remettant en cause l'idée même de la Biennale, il y a quand même le pavillon de la Lettonie qu'il faut parler. Ah, oui. Puisque quand même, bon, c'est évidemment le plus marrant de tous. C'est un supermarché, il faut expliquer. Alors, voilà, donc c'est un vrai supermarché avec des produits dans des rayons, des paquets de lessive, etc. Mais il se trouve que chaque objet
chaque produit, disons, en fait, est une déclinaison d'une idée, d'une chose qui est apparue dans une des biennales précédentes. Alors, on retrouve tous les thèmes, mais qui sont cette fois-ci posés sur des paquets de lessive ou des shampoings. Et c'est quand même... Alors ça, c'était quand même assez drôle. Ils ont même édité une espèce de catalogue, comme les trucs qu'on trouve dans les supermarchés avec toutes les promos, etc. Et alors donc, il y avait ça. Donc là, il y avait déjà... Mais ça, c'était assez typique de l'humour de l'Est, qu'on avait connu dans le pavillon russe autrefois, etc. Et puis, il y a une autre chose que je voulais citer aussi, c'était le pavillon serbe, parce qu'il était d'abord assez beau, mais surtout, il était intéressant parce qu'il reprenait une idée qui avait été celle des pavillons nordiques il y a quelques biennales, qui était de montrer qu'en fait, comme les peuples africains, les pays africains n'avaient pas voulu travailler avec les anciennes puissances coloniales, c'est-à-dire avec les Anglais, les Français, les Allemands, les Portugais, les Hollandais, etc. Ils avaient fait appel à des peuples qui ne les avaient pas colonisés. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en Tanzanie, en Ouganda, etc., des tas de projets qui sont de facture nordique. Et là, il mettait en avant une entreprise qui était une entreprise yougoslave, puisqu'à l'époque, la Yougoslavie, avec Tito, faisait partie des non-alignés. Et cette entreprise yougoslave a travaillé dans plein de pays africains, et entre autres au Nigeria. Et c'était vraiment c'est intéressant, parce que c'est toujours surprenant quoi, de voir des... Oui, ouais. ça révélait un truc qu'on ne connaissait pas du tout. En même temps, plastiquement, c'était quand même oui, c'est ce grand marché, pas terrible. Voilà, mais il y avait plein d'autres projets qui devaient être... Mais alors, Isabelle, s'il y a une installation qui nous a tous, j'allais dire, interpellés, c'est celle d'Andrés Raquet. Oui, alors je voudrais juste rebondir sur quelque chose que disait Philippe tout à l'heure, qui est vraiment... Enfin, si on voulait vraiment faire une critique à l'exposition, c'est que en fait, il y a quelque chose, c'est un petit peu... Leslie Loco, elle fait un petit peu ce qu'aujourd'hui Hollywood, Disney... la manière dont il représente, dont il s'empare finalement de la question de la représentation des minorités, mais en s'intégrant en s'intégrant complètement dans le modèle du spectacle hollywoodien capitaliste. C'est-à-dire que finalement, il n'y a pas d'autre critique que celle de remplacer une couleur par une autre, un peuple par un autre, pour finalement reconstruire exactement les mêmes logiques de domination. Et c'est ça, justement, qui fait aussi que la Biennale était si excitante d'une certaine façon, parce que si spectaculaire. Parce qu'en fait, elle a vraiment fait un truc, c'est à la fois, c'est beau, je veux dire, c'est beau même dans le geste, parce qu'il s'agissait tout d'un coup de fabriquer des superstars qui, pour nombre d'entre elles, existaient déjà certainement sur le marché de l'art contemporain, mais même David Adjaye, parce que là, la superstar, le Brad Pitt, c'était David Adjaye, qui avait le droit à, je ne sais pas, mais au moins 4 expositions. Il y avait ces maquettes de projets incroyables qu'il développe en Afrique dans le pavillon central. Il y avait sa grande installation là en forme de pyramide. Il y avait un projet qu'il développe en Inde qui était dans la corderie, rien à voir, quoi, autre chose. Et je sais qu'il y avait un 4e truc que j'ai raté, mais je l'ai vu après, je ne sais pas, dans le dossier de presse. Et donc lui, c'était le dieu. Et après, il y avait toute une mise en scène qui était vraiment majestueuse, en fait, qui fait que quand on rentrait dans l'exposition, il y avait un travail de scénographie génial, et il y avait des œuvres qui étaient monumentales. Toi, tu as parlé de cette œuvre vidéo, mais il y en avait plein. Il y avait ce mur facetté, là, qui était sublime. Enfin, il y avait vraiment plein de choses spectaculaires, mais quelque part, c'est effectivement l'idée de on va prendre notre place, et pourquoi pas, tant mieux, enfin, je veux dire, c'est normal, hein. Mais c'est quand même la limite de la critique. Bon, voilà, je vais juste rebondir là-dessus. Mais j'ai pas fini, je dois parler dans... rebondis. Oui, c'est vrai. Enfin, on va s'imaginer, c'est ça, c'est le côté, disons, déconstruction, parfois avec une certaine complaisance, et puis après, effectivement, la reconstruction qui arrive tout de suite, et puis justement, donc, David Adjaye qui arrive tout de suite, alors que David Adjaye, enfin, tu as dit que c'était Brad Pitt, non, il est aux Africains ce que comment s'appelle, Will Smith est aux Noirs américains, tu vois, c'est vraiment le... Tu vois, il n'y a rien de... Il fait des projets, enfin, il fait des projets corporate, hein, à la Herzog de Meuron ou à la Colas, mais sans le génie de Herzog de Meuron ni de Colas. Il te dit que c'est de la terre, mais en fait, quand tu vois les volumes, tu comprends que c'est du béton qui a l'apparence de la terre. Et c'est vrai que ça, c'est un peu gênant. Et c'est vrai que
voilà, pour ça que je reviens là-dessus, ce que j'ai vraiment trouvé fascinant, c'est quand la machine s'en bat. Voilà. C'est quand la déconstruction, elle finit par déraper complètement. Et puis, donc, il y a ces attaques presque frontales avec les pouvoirs en place, donc en Chine, à Venise. Oui, alors, je voulais qu'on parle d'Andrés Raquet juste. Je voudrais juste, un oui. moment, parce que ça, c'est vrai que lien avec l'Afrique. Moi, j'ai pas. Je suis comme Richard. Franchement, moi, les pavillons, ils m'ont laissé un peu de marbre. Je crois qu'il y a. Je sais même pas s'il y a un pavillon national qui m'a vraiment intéressé. Il y avait quand même le pavillon du Victoria and Albert Museum qui était intéressant par rapport à la thématique parce que il revenait sur l'histoire du modernisme. Le Victoria and Albert, c'est pas vraiment un pays. Non, mais c'est quand même un pavillon sur l'histoire du modernisme tropical au Ghana. Oui. Et ça, c'était quand même une histoire très intéressante qui racontait comment au départ, c'était vraiment très très colonial et puis que finalement ça s'est transformé après l'indépendance du pays pour devenir quelque chose de plus voilà, fondu entre l'Afrique et l'Angleterre. Et bon, ça c'était intéressant. Mais Andrés Raquet, voilà, moi je trouve que c'est une réussite absolue cette installation parce que je critiquais tout à l'heure les installations d'architectes qui se prennent pour des artistes contemporains. Mais Andrés Raquet, donc cet architecte espagnol, je trouve que là, pour le coup, il a trouvé avec l'installation vraiment un médium absolument génial pour raconter à partir de l'architecture, à partir de maquettes d'architecture finalement, une histoire du monde, de la domination, de la mondialisation et de l'exploitation du Nord par le Sud et qui se traduit directement dans l'architecture. Là, en l'occurrence, alors on est dans le noir complètement. C'est des maquettes qui vont s'allumer les unes après les autres au rythme du récit qui est fait en voix off, qui est d'abord... Quel est le propos ? Alors, qui est d'abord pris en charge par Andrés Raquet et puis après qui va être pris en charge par d'autres parce que le propos en fait, ce qu'il raconte, c'est il nous raconte, il part de l'histoire des Hudson Yards, qui est ce quartier de New York là qui a poussé ces dernières années dans le quartier de Chelsea, un quartier de tours d'habitation d'hyperluxe qui a poussé voilà le long de la High Line et en fait il s'intéresse au titane et il explique que le titane était un matériau qui était indispensable à la construction du quartier, à la fois sur le plan structurel, parce que je ne sais pas quel dérivé du titane était nécessaire pour pouvoir faire tenir ce quartier sur des rails du train qui est en plus un train qui circule, hein, c'est pas des voies désaffectées, et non seulement les immeubles, mais en plus faire pousser de la terre, etc. Donc il fallait ce matériau pour ça, et le matériau était par ailleurs nécessaire pour obtenir la qualité du verre dont sont faits ces tours d'habitation. Un verre qui est hyper shiny, il dit les Hudson Yards, they shine, they shine, they shine. Un verre donc qui brille, qui fait luxe et qui fait que depuis l'intérieur même, le ciel paraît plus bleu, etc. Et donc ce titane, où est-ce qu'on va le chercher ? On va le chercher dans un village d'Afrique du Sud. Et là, c'est une autre maquette qui est représentée, qui nous montre ce village, où là, tout d'un coup, le récit va plus être pris en charge par Andrés Raquet, l'architecte des pays du Nord, aussi politisé soit-il. Mais tout d'un coup, c'est les gens de là-bas qui vont parler et qui vont raconter la vie dans ce village, etc. Et tous les dégâts, enfin, je veux dire, disons que toute la manière dont ils sont appauvris par l'extraction de ce matériau pour lequel ils travaillent, ils sont exploités et dont ils tirent aucun bénéfice. Ouais, et c'est un récit incroyable qui est mis en scène par les moyens de l'architecture, de ces maquettes, et qui raconte une histoire passionnante qui est aujourd'hui une histoire d'architecture, une histoire de mondialisation, une histoire politique. C'est génial, franchement. C'est pour ça que je voulais que nous en parlions et Philippe va intervenir. Mais parce que là, justement, le médium, il est quand même l'architecture, même s'il il dénonce ou en tout cas il pointe une question. Mais lui, il ne joue pas à l'artiste. Il y a une coïncidence vraiment entre la forme et le fond qui est géniale. Philippe. Vraiment. Oui, non, évidemment, c'est remarquable, mais c'est une critique qu'on pourrait faire porter, en tout cas, c'est une accusation qu'on va faire porter, ne serait-ce que sur toutes les batteries de tous nos véhicules électriques, dont on sait évidemment qu'ils ont aussi besoin de quantités de matériaux rares qui sont extraits dans des mines de cobalt et autre chose, dans des conditions épouvantables. Donc ça, c'est vraiment le revers de la médaille du côté sain qu'on essaye de nous vendre. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est remarquablement exposé. Moi, je voulais juste revenir sur une chose, c'est sur la mezzanine du pavillon central, où est exposé ce qu'on pourrait appeler une espèce de mise en scène Africa pop, quoi. L'idée, c'est la communication d'une entreprise qui aura réussi
en Afrique à faire un système de déplacement extrêmement rapide. Et alors on voit, il y a des fils avec des hôtesses de l'air, etc. Comme une espèce de mélange des années 60 et de futurisme. Et j'ai trouvé ça, bon, évidemment très formidable à voir. C'est vraiment, mais est-ce que c'est de l'architecture? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça m'a fait penser qu'il y a une chose qui nous manque sur la commissaire, sur Leslie Locaux, c'est qu'elle a écrit tous ses romans. Donc j'ai eu l'impression, en les regardant en anglais, parce que j'en ai pas lu, mais j'aurais aimé en lire un, c'est que j'ai eu l'impression que c'était des romans à l'eau de rose. Mais alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai. Mais en tout cas, il y a chez elle une espèce d'aspiration à la narration, à l'histoire, etc., qui est sensible et qui est en tout cas mise en scène de façon assez géniale dans la mezzanine. Alors venons-en au pavillon français maintenant, parce que donc c'est le Ball Theatre. C'est un concept de moto. Ball Theatre, virgule, la fête n'est pas finie. Donc on voit là tout de suite une approche optimiste qui vise sur l'avenir. Le pavillon ne montre, comme les autres, souvent pas de projet d'architecture ni d'urbanisme, c'est pas le sujet. C'est une sphère bien calée dans l'architecture du pavillon français, dont on sait à quel point il est complexe, croyez-en mon expérience. Une architecture dans l'architecture, un dispositif éminemment esthétique, un laboratoire, là je les cite, des identités, des lieux et des imaginaires. En fait, tout est dans la programmation de ces structures éphémères. Alors, Sophie. Oui, alors je me prononcerai sur la question du manifeste avec beaucoup de distance, puisque pour des raisons de santé, je n'ai pas pu me rendre à la Biennale. Donc j'ai lu beaucoup, j'ai regardé les vidéos, etc., etc. Et de toute façon, j'avais suivi quand même le projet quand Miotto avait été nominé, voilà, avait été lauréat du projet. Quand j'ai vu les premières photos, j'ai cru qu'il s'était trompé. Je pense que j'ai cru qu'on était dans l'Eurovision. Voilà, franchement, mais ça m'a laissé vraiment dubitatif. Là, tu parles des drag queens. Oui. Ah donc bon, de la soirée de la soirée. Il faut que les gens puissent comprendre. Oui. La soirée d'inauguration. Et donc proposer un théâtre, oui, mais alors un théâtre, c'est quoi en dehors des représentations? Donc là, il y a un texte sur l'utopie très court qui n'est pas spécialement porteur voilà, d'idées, qui n'est pas spécialement stimulant. Et donc la Biennale dure quand même jusque novembre. Et quand on regarde la programmation, il y a seulement 3, 4, 5 jours maximum de programmation par mois. Donc quid le reste du temps? C'est un pavillon qui est un théâtre un théâtre n'est pas vivant en dehors des représentations. Et moi je trouve que là il y a quand même une occasion complètement loupée de pouvoir interroger un peu, de relancer un peu un débat intéressant. Évidemment, la question brûlante, c'est quand même la question, on en a parlé tout à l'heure, donc la question de l'eau, la question du climat. Il y avait peut-être à un moment donné la moyen de pouvoir aborder la question de manière non moralisatrice. Enfin, il y avait quand même plein de pistes de recherche qui, donc évidemment, ne sont pas du tout l'objet du pavillon. Et en plus, voilà, aller sur le champ de l'installation. Miotto a beau être une agence d'architecture extrêmement brillante. Voilà, là je pense qu'ils ont voulu aller dans le champ artistique et pour moi c'est pas du tout réussi. On n'a pas attendu Miotto pour savoir qu'il fallait qu'on compose avec la diversité. Donc ça m'a passablement énervé. Bon, c'est valable pour le soir de l'inauguration, mais je trouve que ça fait vraiment de la provocation petite bourgeoise qui va s'encanailler avec les queers et les travestis. Je trouve ça extrêmement déplacé, franchement. Voilà. Pour moi, c'est pas le lieu. Alors, je conteste pas. C'est sans doute des artistes de grand talent. Je conteste absolument pas ça. Mais je trouve que ça passe sa place. Ça passe sa place dans la Biennale d'architecture. Venez.
Bon, alors, moi, je suis souvent très, très déçu par le pavillon français. Je dirais que cette fois-ci, j'étais moins déçu que d'habitude. Parce que, en fait, je trouve que quand même, il y a une forme. Il y a déjà il y a une architecture. Je trouve que c'est un objet qui est très bien réalisé, qui est assez beau. Je trouve que, non seulement dans cette demi-sphère, mais même la manière dont ils ont installé dessus les amplis, les machins, tout ça. Je trouve que, de ce côté-là, je trouve que c'est quand même pas mal. Il y a tellement de pavillons où il n'y a pas du tout d'architecture que là, au moins, il y a la tentative de créer dans ce pavillon si difficile à utiliser une forme. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, moi, je croyais que Philippe Muret avait réglé la question de l'homo festivus. Je croyais qu'on allait en sortir de ce côté où il faut que tout le monde ait la banane en permanence, comme disait Marc Barani, qui avait été président du jury pour le choix des... Il disait c'était formidable, à l'inauguration, tout le monde avait la banane. Je dis, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir l'air tous comme des nigauds? Ça me paraît un peu discutable. Et parce qu'il y a quand même un problème, c'est toujours le même, c'est-à-dire que je suis quand même assez réticent sur ces architectures ou ces installations, parce qu'en fait, c'est plus une installation dont c'est le public qui fait l'architecture. Et en fait, c'est un peu comme si on réinventait le talk show, quoi. Donc ça, c'est un truc. Bon, moi, je trouve que c'est un peu faiblard. D'autant plus que je trouve qu'il y a à côté du pavillon français le pavillon anglais, où ils ont un peu une même installation, c'est-à-dire qu'ils ont aussi des gradins où les gens peuvent s'installer pour regarder un film qui évoque aussi. Et je trouve qu'il est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus intéressant. Mais, et par ailleurs, il y a encore autre chose, c'est qu'il se trouve que ce pavillon français qui fait la promotion de la fête, les Français n'ont pas été capables d'en organiser une. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez le British Council qui a fait une soirée démoniaque, les Autrichiens en ont fait une, les Français que dalle. Et d'un autre côté, on vient nous dire la fête n'est pas finie. Donc là, je trouve que c'est très français. Ce côté où c'est presque comme si la proposition c'était à nouveau comme une leçon de morale, quoi. Et bon, ça c'est ce que je conteste. Par ailleurs, c'est vrai que j'ai trouvé que avoir commencé avec une programmation autour des drag queens, je trouve que c'était assez maladroit parce que ça donnait un côté presque excessif, convenu. Et bon, je trouvais ça un peu faiblard. Mais bon, peut-être qu'il y a une longue programmation, il y aura peut-être des tas de choses formidables. Mais voilà. Isabelle. Moi, je suis un peu d'accord avec tout le monde. Non, je suis vraiment d'accord avec Philippe sur la forme, cette structure que moi je trouve quand même assez belle, etc. J'aime beaucoup par ailleurs. Moi, ce qui m'a plu, c'est l'idée finalement d'une architecture qui fertiliserait, qui permettrait des rencontres. Moi, les drag queens, en fait, je les ai rencontrés pendant qu'ils allaient se maquiller parce que la pièce à côté, il y avait une énorme table ronde qui dialoguait finalement avec la forme de la boule. Donc, c'était quand même aussi... Il y avait une architecture finalement dans toutes les pièces. Et je trouve que tout était investi. Hein. Il y avait quand même une manière d'investir cet espace ingrat que je trouvais... très réussi. Et il y avait cette idée qu'effectivement, donc du coup, les drag queens, il y avait cette gigantesque table avec tout leur maquillage, leurs bijoux, leurs bottes en strass et tout, qui étaient là où ils se servaient. Et ils étaient là en train de se maquiller. Et du coup, on a discuté, on a rigolé. J'ai vu qu'ils avaient des boucles d'oreilles qui étaient les mêmes que celles que j'avais perdues. Je voulais leur piquer. Enfin bon. Non, mais c'était un moment, c'était chouette, quoi. Non, mais c'est vrai, ça permettait ça. Ça permettait de faire un spectacle. Et après, il y avait ce petit bouquin, une sorte de roman photo comme ça qu'ils ont publié, en confiant un illustrateur qui s'appelle Hugo Bienvenu, en lui montrant finalement cette architecture et en lui disant de s'inspirer de ça pour en faire un récit. Et donc, il a fait, lui, un roman photo qui est vraiment un truc à la fois futuriste et complètement low-tech, qui est un peu entre Quentin Dupieux et Tim Burton, comme ça, et qui était vraiment très chouette. Et je trouve cette idée très belle, quoi, d'une architecture qui était à la fois belle, mais c'est très simple, c'est très minimal, cette boule, et en même temps, ça rappelle un peu, je sais pas, Boulet, enfin, il y a quelque chose qui marche par rapport à l'idée d'utopie. Voilà, donc tout ça, moi, je trouve ça bien. Les drag queens, vraiment, moi personnellement, j'ai rien contre. Et ce sera plutôt, ça met un peu de... Bon, c'est plutôt sympa, convenu, je sais pas. On ne voit pas souvent à Venise, bon, enfin à la Biennale en tout cas. Donc tout ça, oui. Et après,
Voilà, alors là, je ne peux. Oui, alors, bon, la limite, il y a plusieurs limites. Il y a déjà, dans les biennales d'art contemporain que je ne fréquente pas, mais enfin, j'ai quand même cru comprendre qu'aussi bien Xavier Veillant que l'année dernière, enfin, cette idée quand même du pavillon français studio de création, c'est quelque chose qui a quand même déjà été fait, pas mal. Même Bouchin, il y avait un côté un peu comme bien ça, sûr. Si je ne me trompe pas. Hein. Donc, c'est bon, c'est pas nouveau. Après, c'est vrai que j'ai trouvé que c'est un contraste quand même assez heureux avec celui, par exemple, de l'année dernière, là, comment s'appelle-t-il Christophe Hutin, qui était vraiment d'une tristesse. Voilà, donc ça, tout ça, moi, voilà, avoir la banane, je suis aussi assez pour. Surtout dans, voilà, il y a quand même un truc c'est un peu la fin du monde, les biennales d'architecture. Donc il y a quelque chose que la fête ne soit pas finie, voilà. Mais alors après, voilà, ça, je suis vraiment d'accord. Pour moi, finalement, le verdict, c'est qu'ils n'ont pas fait de fête. Et c'est pas seulement que j'aime bien la fête. Ils ont fait un truc dans un bar là où il y avait 600 personnes qui étaient dehors dans la rue en train de se battre pour avoir une bière. Mais c'est si on fait un manifeste, si on parle d'utopie pour dire la fête n'est pas finie, et en gros c'est par la fête que quelque chose va se passer. Alors après la réponse c'est oui, mais bon, le ministère est radin, ils n'ont pas d'argent, les pauvres, etc. Ça va, Myoto, c'est ok, c'est pas, ils sont peut-être pas milliardaires, c'est quand même une agence qui a pignon sur rue. À la limite, ils sont invités, ils sont là pour faire le pavillon français. Ils peuvent aussi débloquer une enveloppe. Ce serait même bon pour leur communication. On se souviendrait de leur pavillon. Là, finalement, on va quand même un peu l'oublier. Je trouve ça désolant parce qu'en fait, c'est qu'une idée. Voilà, on est juste dans l'idée. Tu as raison, c'est français, mais c'est petit. Ça veut rien dire. On n'y croit pas. Et du coup, ça invalide, je trouve, tout le truc. Je peux me permettre juste quand même une remarque, Isabelle. Enfin, ce qui t'a intéressé, en l'occurrence, et ce qui t'a fait marrer, c'est de discuter avec les travestis. Non, c'est le livre. Oui. Non, c'est le principe de l'architecture qui produit autre chose. Et le fait qu'ils aient fait quelque chose de très multidisciplinaire aussi, qu'ils aient fait appel à plein de compétences. Oui, mais so what ? L'architecture, elle est dans la vie, c'est un peu ça, elle fabrique d'autres choses qu'elle-même. Il y a de l'architecture, pour moi cette boule c'est une architecture, et elle fertilise d'autres choses, artistiques ou même sociales. C'est pas que d'avoir rencontré les travestis. Alors Richard, est-ce que tu avais la banane ? Non, moi c'est pas la question de la banane, j'ai beaucoup aimé le pavillon français, je vais expliquer pourquoi, mais d'abord je voudrais faire une petite remarque, c'est que je pense que malgré tout dans le pavillon français, peut-être on aurait pu reprendre un petit peu les thèmes de la biennale de l'essai locaux et parler de la colonisation. C'est vrai que quand on parle de colonisation en France, on a l'impression que c'est toujours l'autre, c'est pas nous. Et moi, je me rappelle, j'avais été totalement étonné quand j'étais allé au Brésil. J'avais parlé à Paulo Mazzulla Rocha et tout de suite, il m'avait dit, il avait parlé de la colonisation. Pour lui, c'était vraiment une thématique extrêmement importante. Et je pense qu'on aurait pu peut-être traiter cette question-là, mais pas pour déconstruire le pouvoir français, mais plutôt prendre, pas un thème d'Héridien, mais plutôt un thème de comment il s'appelle, Jean-Louis Nancy, le thème de l'instruction, et voir que, voilà, que la colonisation, c'est à la fois, disons, contre et puis avec les gens. Elle a quand même apporté, réfléchir un tout petit peu sur ce qu'elle a apporté, ce qu'elle a apporté au peuple donc, colonisé, ce qu'elle nous a apporté à nous. Enfin, peut-être faire un tout petit peu autre chose. Bon. Attends, mais sinon... Richard, attends-nous. Évidemment, on peut revoir la copie et raconter une autre histoire, sauf que ce n'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Non, attends, laisse-moi finir. Non. Je l'ai dit tout à l'heure, un laboratoire des identités, des lieux, des imaginaires. Donc, ce n'est pas forcément rentrer dans l'histoire. Ils sont peut-être pas du tout d'accord avec les Coco. Attends. C'est pas ça. Je pense que peut-être la France. Tu attends quelque chose. C'est pas ce qu'ils ont voulu faire. Non, mais c'est pas ça. Je pense que, en tout cas, dans la Biennale, il aurait pu y avoir un lieu où l'on parle de ça. Ah oui, et j'aurais pu parler du pavillon français. Après, je te le dis, j'ai beaucoup apprécié ce pavillon. D'ailleurs, c'est le pavillon que j'ai le plus apprécié. Je pense que c'est pas une installation, c'est vraiment une architecture. C'est une architecture dans l'architecture. C'est une architecture qui parasite une architecture. C'est une vraie architecture parce que dans beaucoup de pavillons, finalement, les commissaires, ils jouent, disons, qu'on appelle ça, au ventriloque. Ils vont parler les bâtiments, il faut parler. Là, le bâtiment, il ne parle pas. Hein, il est là. Il renvoie simplement, donc, c'est un théâtre, voilà. Et un théâtre, c'est aussi donc un lieu de confrontation. C'est aussi un lieu où se fabrique l'avenir. Et ce théâtre, par sa forme, donc, il renvoie à une multitude de théâtres. Il renvoie bien sûr au théâtre du Monde, d'Aldo Rossi, il renvoie aussi au théâtre de Shakespeare, le Global Theatre, il renvoie au théâtre de Gropius,
Voilà, le théâtre de Gropius, c'est pas simplement un théâtre, c'est un générateur où on pense le monde, où on réfléchit le monde, où on prépare d'énormes changements dans le monde. Là, effectivement, ils sont totalement dans la thématique de la Biennale. Et ensuite, c'est vrai que ce pavillon, c'est vrai que j'étais content parce que, enfin, de l'architecture, quoi, là. Comme l'a dit Isabelle, bon, ça peut rappeler, comme c'est un bâtiment coupé, ça peut rappeler la coupe du truc, du cénotape de Newton, de Boulay, mais ça peut rappeler aussi donc, les trucs de Buckminster Fuller, donc voilà, hein, les dômes géodésiques. Ça peut rappeler aussi l'intervention de Danish Kapoor là, dans le Grand Palais, quand sa bulle, elle vient donc, parasiter ce bâtiment du 19e siècle ou de la fin du début du 20e. Voilà, donc il y a un jeu comme ça, hein, de correspondance, et on est vraiment dans l'architecture. Après, effectivement, c'est un théâtre, hein, il y a une programmation, et puis il n'y a pas que des drag queens, il y a des drag queens, bien sûr, il y a la question du genre qui se met en scène. Et après, il y a aussi les chanteurs de hip-hop, donc ça c'est la culture populaire, la culture des cités qui se met en scène. Et puis après, il va y avoir donc les étudiants de Xavier Vronat, de l'école enfin, peu importe. Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà, c'est un mec intéressant parce que lui, voilà, justement, c'est un truc dont on a parlé pendant toute notre conversation. Donc là, il revient donc à la Révolution, il est marxiste, et donc il cherche donc à réactiver hein, donc, cette idée-là en faisant travailler ses étudiants. Donc tout ça, c'est super intéressant. On a un petit peu, quelque part, voilà, tout ce qui agite hein, un petit peu le monde d'aujourd'hui, donc effectivement la volonté de changement, un changement radical, à repenser l'architecture de A à Z, la question du genre, la question des cultures populaires, et surtout et tout ça, c'est simplement, enfin, je crois que comme tu l'as dit, c'est permis par le bâtiment, hein, mais on ne fait pas parler le bâtiment, on ne lui fait pas dire ce qu'il a à ne pas dire, parce que l'architecture elle est complètement muette, elle permet simplement des choses, et puis effectivement, par ses formes, elle permet une multitude de mises en correspondance. On a fait le tour de la boule. Donc, nous allons aller à Strasbourg maintenant. Eh bien, pour parler de ce qu'on pourrait appeler peut-être le balnéaire rhénan. Voilà, c'est le travail de George Heinz. Alors, George Heinz, c'est un architecte, urbaniste, grand dessinateur qui a passé 8 ans à l'OMA, du temps du concours pour la Bibliothèque nationale de France. Donc, autant dire que c'était une époque extrêmement forte. Il est enseignant à l'école d'architecture de Strasbourg. Il a une vision territoriale et transfrontalière, ce qui est très intéressant dans sa pédagogie. Mais là, on va parler de ses logements, notamment de son travail sur la cité Rotterdam, qui était une des plus premières cités en France, construite en 1951 par Eugène Baudouin, selon le procédé Camus bien connu. On parlera aussi d'une résidence étudiante dans le... Donc là, c'est un principe de restructuration d'un existant. Et peut-être qu'on pourrait parler aussi de la transformation de l'entrepôt Zegbeller en plein cœur de Strasbourg. Entre la médiathèque André Malraux d'Ibos et Vittard et les Black Swans d'Anne de Mions, eh bien, il y a un travail en effet avec un programme mixte, bureau, logement, école de journalisme et de communication, bref, beaucoup de choses, et évidemment commerce, j'allais dire la ville d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce travail sur retravailler l'existant et aussi travailler le logement. Alors, qui commence ? Moi, je veux bien. Alors, George Heinz est un personnage extrêmement attachant. C'est un personnage tout à fait attachant et ce qui est amusant chez lui, c'est que c'est un personnage qui ne cache pas les très nombreux conflits qu'il a avec et les maîtres d'ouvrage, et les promoteurs, et les gens de la ville. Et donc c'est marrant parce que c'est vraiment un combattant. C'est-à-dire, et alors ce qui est amusant dans cette histoire, tu parlais comment il va dire, le balnéaire rhénan. Justement, il était face à ça. Il présentait un projet et comme il savait plus comment s'en sortir ou ça se passait très mal, d'un seul coup, lui est venue cette idée. Il a dit c'est du balnéaire rhénan.
Et il a gagné le concours. Ça m'a rappelé, on s'est rappelé ça l'autre fois, cette histoire de Dildec et Benoît Cornette à Nantes qui voulaient faire un bâtiment noir et personne n'en voulait, jusqu'au moment où Benoît Cornette a dit ce n'est pas du noir, c'est du gris schwarz. Et c'est passé. Ils ont adoré et c'était exactement la même chose. Donc parfois, bon, nommer les choses, c'est les faire naître. Bon. Et alors, bon, ce qui est intéressant, je trouve, chez Georges Hein, parce qu'il nous a montré 4 projets. Et alors, c'est un peu compliqué parce que c'est 4 projets différents, mais ils ont tous quand même quelque chose un peu. C'est que d'abord, je trouve qu'il y a partout. D'abord, c'est ces projets qui sont, on pourrait dire, presque inspirés un peu du mouvement moderne. Quand même, il y a quelque chose un peu, on voit bien là. Mais en même temps, il y a une espèce d'attention à l'espace. Et bon, je reviens puisqu'on parle de celui-ci. Donc, cette cité de 900 logements faite par Baudouin dans les années 50, d'après ce que disait Georges Hein, c'est la première fois qu'on emploie en France le terme de grand ensemble. Bon. Et donc, une de ces parties, alors lui, en plus, il était né là, dans un de ces bâtiments. Et donc, il a restructuré l'un de ces bâtiments. Donc, là, c'est dommage parce qu'il faudrait voir le bâtiment avant. C'est-à-dire, c'est un bâtiment où on voit justement qui est fait à partir des matériaux des Vosges. Il y a ces galets du Rhin qui sont dans la masse des façades comme ça. Et comme il a changé tout ça, parce qu'il a fait une espèce de grand bâtiment blanc dont il a doublé les surfaces pour agrandir les appartements, etc. Il a conservé dans un endroit comme une espèce de tableau. On voit une espèce de petit rectangle dans lequel on voit encore justement cette fameuse matière qui était celle des bâtiments d'autrefois. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans les logements étudiants qu'on a vus ensuite, alors parce qu'il a une obsession, visiblement. Il a d'abord une obsession, c'est comment il appelle ça, ces piliers, le pilier Warren, voilà, les poutres Warren, bon, des poutres en W, donc il aime beaucoup ça, donc il en a mis dans sa résidence étudiante, il en a mis dans les entrepôts qu'il a réaménagés dans la presqu'île Malraux, là, à côté des Black Swan, etc. Et donc, il y a un côté comme ça qui rappelle un peu ces bâtiments soulevés sur des piliers. Et au-dessus, c'est vrai que je vois, puisqu'il y a la photo là, ce qui est marrant chez Georges Hein, c'est qu'à chaque fois, il expliquait ce qu'il aurait voulu faire et ce que finalement il a fait. C'est-à-dire, il dit là, il aurait aimé justement faire des façades en bois, il n'a pas pu, donc il les a fait en métal. Il aurait voulu qu'elles soient posées différemment, il n'a pas pu, donc il a fait des trous. Et c'était marrant parce que je trouvais qu'il avait une façon de parler en fait du métier comme d'une espèce d'aménagement et de repositionnement constant à chaque fois dans tous ces projets. Et c'est en ça que j'ai trouvé ça assez intéressant. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est tous les projets montrent à quel point ce que regarde l'architecte fait partie du projet. Et donc, généralement, on a plutôt des architectes qui vont travailler à la manière d'eux parce qu'ils ont été intéressés par un projet, une émotion, une référence artistique. Et lui, il est plutôt dans quelque chose de complètement inconscient. Et c'est une fois que ces bâtiments terminés qu'il en a cette lecture-là. Donc, par exemple, quand on est allé visiter, alors là, c'était pas du logement, mais la réhabilitation en périphérie de Strasbourg, l'entrepôt pour les services techniques de la ville. Donc là, il vient complètement transcender des choses un peu banales. Donc l'auvent pour garer les camions, voilà, il explique que pour lui, ça lui rappelle directement Borromini, mais c'est complètement inconscient. Et dans l'angle arrondi, quand il a regardé une fois le projet terminé, il s'est dit « Ah, mais ça c'est Oud ». À Rotterdam. Voilà,
à Rotterdam. Et voilà, donc après, comme disait Philippe, c'est quelqu'un de vraiment passionnant parce qu'il y a un vrai plaisir de la forme, il y a un vrai plaisir de la création, de la mise en forme. Donc il est tellement enthousiaste qu'il arrive à faire passer ça. Et alors après, dans la réification, je trouve que ce projet-là, c'est vraiment un petit bijou. On peut imaginer que pour un programme comme ça, il n'y a pas énormément de moyens, mais on ne voit pas là sur les photos, mais il vient travailler sur un revêtement métallique qui fait penser aux plaques qu'on utilise dans le désert pour désenliser, qu'on met sur le sable pour désenliser les camions. Et donc, il vient poser ça. Alors évidemment, il y a un calpinage impeccable avec des volets coulissants en accordéon. Donc, quand les fenêtres sont fermées, c'est vraiment un bloc. Voilà, là, pour le coup, ça pourrait être vraiment une installation artistique. Il vient également travailler sur des peintures, une signalétique routière noire et blanche qui a une plasticité extrêmement forte. Donc voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a une démarche vraiment qui produit à chaque fois des objets singuliers extrêmement intéressants. J'ai oublié de dire, en le présentant un peu, que tout le début de son parcours, il le fait avec Anne-Sophie Kerr, je veux dire, à l'agence. Et ça, c'est très important à rappeler. Oui, enfin, même il y réfère très, très souvent, mais le tout début, c'est quand même chez Rem Koolhaas. En fait, on le... Non, oui, mais ça, c'est que 8 ans, à côté de tout le reste. Oui, mais je l'ai... En fait, c'est une figure d'architecte qui est très très atypique parce que il parle beaucoup. En fait, on sent vraiment, c'est l'architecte qui se débat, quoi. C'est un architecte de province, ça c'est quelque chose qu'il dit, et que du coup, il est quand même dans une condition de travailler en province. Et c'est-à-dire qu'à part ce projet effectivement de locaux techniques pour la mairie, c'est des projets de promotion immobilière. Et d'ailleurs, on l'a rencontré avec un des promoteurs avec qui ça se passe le mieux ou le moins mal possible. Enfin, en tout cas, il a une relation suivie, ils arrivent à s'entendre, etc., malgré des frustrations à plein d'endroits. Mais donc, il est quand même dans une espèce d'architecture, de choses soit utilitaires, soit assez banales, etc. Et en même temps, il prend ça mais complètement à cœur, en faisant ce que disait Sophie, d'ailleurs, sur ces programmes vraiment de quotidien et de utilitaire absolu, il est capable d'inventer des formes qui sont absolument merveilleuses, quoi. Et il y a un côté, en fait, on voit vraiment le côté Oma, mais en mode un peu low-tech, un peu province. Il y a vraiment des restes de ça, enfin, ou alors il est arrivé chez Oma pas par hasard, mais on voit quand même dans le traitement du détail, et c'est pas seulement le détail, parce que finalement le détail exprime presque toujours la structure. Donc il y a quand même une intelligence de construction qui se double d'une forme de fantaisie, et tout ça va en même temps avec tellement de renoncement. Donc en fait, il n'y a pas un seul projet qui soit éblouissant dans ce qu'on a vu. Moi, il n'y a rien qui m'a renversée, et en même temps, il y a plein de choses qui m'ont passionnée, émue, plein de détails. Et sans parler de lui, qui est effectivement hyper sympathique, qui a une verve pas possible, une énergie, et puis qui je sais pas, qui a un côté, qui a un personnage un peu romanesque comme ça, parce qu'à la fois il a un sentiment de grandeur de lui-même, et en même temps de quelque chose de pas extraordinaire qu'il fait au quotidien, et tout ça coexiste, et en même temps ça l'abîme pas complètement, parce qu'il a une forme de joie, on le sent pas amer, on le sent un petit peu résigné, et puis résigné à l'endroit où il est, mais pas résigné dans son architecture, c'est-à-dire qu'il va toujours essayer de faire le max, de tirer des choses, et il sait que ses projets vont un peu être sacrifié au bout du compte, mais il y a quelque chose qui en restera. Et la résidence étudiante, par exemple,
bon, les balcons sont super, la façade est super, et en même temps, c'est quand même un bâtiment qui améliore l'espace public où il est, alors que bon, l'intérieur, bon, bah, ah oui, les espaces sont grands, mais c'est une résidence étudiante, c'est quand même un peu pauvre, les matériaux sont pauvres, et enfin, il y a toujours, voilà. Les espaces sont grands. Oui, les espaces sont grands, mais ils sont bon, c'est des espaces. Non, mais les matériaux, les espaces sont grands. Mais ça, bon, ça c'est le promoteur, hein, c'est pas l'architecte, hein, c'est ce qu'on lui a donné. Oui, enfin, c'est aussi le plan. Oui, non, mais elle est bien. Bon, enfin bref, c'est ça, quoi. Et ça, il y a quelque chose d'émouvant et de romanesque là-dedans et d'assez. Richard. Oui, moi je trouvais ça aussi, c'est une architecture qui a un côté optimiste, ludique, il y a un côté un peu années 60, mais c'est aussi un tout petit peu aussi le regard de Rem Koolhaas, quoi, sur l'architecture moderne, quelque part, qui ressurgit. Enfin, il a su se l'approprier, et c'est vrai que le bâtiment qu'on a vu, là, le balnéaire rhénan, c'est vrai qu'il est quand même extrêmement intéressant, là, dans la manière dont il y a ce travail comme ça, cette volumétrie. Voilà, c'est un bâtiment, disons, basé sur la structure, hein, puisqu'on voyait donc à l'origine, c'était un bâtiment de Baudouin, hein, donc on voyait la structure et puis le remplissage, et lui, il a complètement dépassé au second plan tout côté structurel, et puis vraiment on est dans une architecture de volume. Les loggias en haut sont creusés dans la masse du bâtiment, et puis ensuite, donc en bas, il y a des balcons massifs, hein, qui permettent justement l'ancrage au sol, qui permettent de donner une certaine pesanteur. Enfin, il y a une vraie culture architecturale, hein, qui ressurgit, hein, donc chaque fois dans ces projets. Mais c'est vrai que le projet que j'ai quand même le plus apprécié, hein, c'est les entrepôts Stigmuller, là, dans l'île Malraux, parce que là, il y a un côté, disons, il pensait qu'il a fait ça au début avec Anne-Sophie Kerr, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai qu'il y a un côté presque jeté, quoi. Et aussi, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit il nous a fait voir les concours, les propositions, et dans le concours, le projet était plus volumétrique, parce que finalement, c'était une masse comme ça, qui était orientée vers la tour, hein, qui était posée sur le bâtiment existant. Bon, d'abord, effectivement, le geste fort, hein, c'est d'avoir gardé, hein, le bâtiment existant de comment il s'appelle, Auguste Understock, là, un grand prix de Rome qui a énormément construit donc, en Alsace et sur toute la ligne Paris-Nord. Il y a quand même un respect comme ça, une volonté de retravailler avec lui. Et c'est bien sûr basé sur la structure du bâtiment, parce que la structure du bâtiment, en fait, ce qu'on voit en façade, c'est une trame. Et cette trame de 4,50 m, qui est carrée, elle se poursuit à l'intérieur. Et c'est vrai que ce bâtiment, il était fait pour porter des charges de plus de 2000 kg au mètre carré. Donc c'était un truc hyper costaud. Et donc il a pu aisément poser dessus donc, cette structure en métal, parce que le métal c'est plus léger que le béton. Et ensuite c'est vrai, il a eu des problèmes, mais c'est plutôt des problèmes pas du tout liés donc, à la statique, mais c'est plutôt lié donc, à la sismique, c'est-à-dire qu'il a dû découper le bâtiment, mettre des joints de dilatation pour qu'il puisse bouger sans s'écrouler comme un château de cartes. Et puis il a dû revoir ensuite les fondations, et puis ça et là, donc, hein, le renforcer. Mais c'est ça qui est... Je trouve c'est intéressant, c'est que finalement, voilà, au début, il y avait un travail très formel, et puis à la sortie, putain, il y a un truc pas possible, où il y a un dialogue entre Baudouin et puis Mies van der Rohe. Et c'est vrai que ce qui est fascinant, c'est que voilà, il y a plus loin la bibliothèque, la médiathèque de Ibos et Vittard, qui ont repris aussi un entrepôt de Gustav Understock, et d'une façon complètement différente. Bon, on peut pas, il n'est pas question ici ce soir de les comparer, mais quelque part, l'intervention de George Hans et Anne-Sophie Kerr, elles soutiennent vraiment la comparaison avec le bâtiment d'Ibos et Vittard. Voilà, moi ce que j'aime ici, c'est tout d'un coup, il y a une sorte de violence qu'on ne retrouve pas après dans ces autres projets. Parce que c'est des plaques de métal qui sont jetées comme ça, en porte-à-faux, un petit peu de tous les côtés, hein, sur la structure existante. Et ce qui est très beau aussi, c'est la façade nord, là, qu'on voit en bas, avec les escaliers qui permettent... Enfin, on a l'impression que c'est des escaliers de secours, mais en fait, ce sont les escaliers de desserte donc, des logements qui sont par ailleurs desservis par des ascenseurs. Quand tu dis violence, tu veux dire force, surtout.
Oui, Oui. violence, puissance, voilà. Il y a une, Ouais. pardon, il y a une puissance, voilà, c'est Philippe. puissant. Oui, juste une anecdote, parce que c'est quand même assez drôle. Donc, ce projet s'inscrivait pour lui dans un projet plus vaste, puisqu'il il avait déposé, il avait pensé qu'il pouvait y avoir une tour, enfin, toute une série de choses en plus. Et puis, petit à petit, il perd à peu près tout. Il lui reste ça. Ça se passe extrêmement mal avec son promoteur, au point qu'il s'insulte, jusqu'au moment où il retourne, il casse la porte du promoteur. Enfin, je passe sur les détails un peu scabreux des insultes. Et puis finalement, il est convoqué parce que son projet est retenu pour le prix Hameau. Et à ce moment-là, comme c'est un prix qui est donné à un maître d'ouvrage, maîtrise d'ouvrage. voilà, un architecte et son maître d'ouvrage, il est bien obligé de rappeler, c'était les gens d'ICAD, je crois, non, je ne me trompe pas. Hein. Donc il rappelle les gens d'ICAD en disant, ben voilà, il faudrait que quelqu'un vienne avec moi. Comment, c'est pas possible, ça s'est très mal passé. Bon, on va être obligé, on se retrouve en bas de l'escalier le jour de l'oral, et puis on se parle 2 minutes, et finalement, ils ont gagné. Il a gagné 2 prix, d'ailleurs, le meilleur bâtiment et la meilleure reconversion, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, donc c'est quand même assez marrant comme histoire. La meilleure entente entre maître d'ouvrage et maître d'œuvre. De fait, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est le plus comique. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que dans les architectes qui avaient participé au concours, donc au départ qui était un concours urbain, tout le monde dézinguait le bâtiment. Enfin, à l'origine, le bâtiment était censé être démoli, et lui a réussi à convaincre de l'intérêt, des multiples intérêts à le conserver. C'est vrai que c'est un bâtiment absolument magnifique. Juste une chose, dans son projet, par exemple, puisque là on voit le plan d'eau, il avait envisagé justement de vider ce plan d'eau pour en faire les parkings, en ne laissant qu'une légère surface d'eau, ce qui était une assez bonne idée, puisque en fait, si j'ai bien compris, ce plan d'eau ne sert pas à grand-chose, et donc il a perdu, mais enfin, son projet était beaucoup plus vaste à l'échelle de l'île, quoi. Alors, on va rester sur le thème de la transformation en allant à Montparnasse pour l'opération Gaîté Montparnasse, avec le travail de MVRDV, un travail pour Unibail. Alors, je rappelle que c'est un grand sujet aujourd'hui, la restructuration des centres commerciaux. Mais là, ce qui est intéressant dans cette affaire à Montparnasse, c'est que justement, il ne s'agit pas que d'un centre commercial comme à la Pardieu que transforme ou a transformé MVRDV. Je ne sais pas si l'opération est complètement terminée, et toujours pour le même client. Là, il s'agit d'une opération complexe, ensuite dans les années 70 par Pierre Dufaux, où il y avait des bureaux, surface commerciale, et puis d'un seul coup une tour d'un hôtel, l'hôtel Pullman, depuis, qui a été complètement transformé, mais qui est, j'allais dire, le navire amiral. Alors là, on est vraiment dans un sujet sur la complexité, la mixité. Ça s'inscrit aussi dans la topographie, parce qu'il faut rattraper les niveaux entre l'avenue du Maine et la rue qui descend en face de la grande barre de Dubuisson, hein, très célèbre, donc reconnecté au cœur du complexe. 62 logements sociaux d'ailleurs au centre, en bois. Une crèche ont été créées à l'occasion. Ce qui est intéressant aussi dans ce projet, c'est les éléments de réutilisation qui ont été faits d'une architecture qui était quand même assez médiocre. Oui, quand même, il faut le dire. Mais on s'était presque habitué, parce qu'on passait devant, on ne s'arrêtait pas, sauf peut-être les gens du quartier qui allaient dans le centre commercial Gaîté Montparnasse. Est-ce que ça vous donnerait envie d'y retourner ? Alors, pour moi, c'est une occasion manquée, terrible, c'est un gâchis énorme. Enfin, je trouve que c'est un ratage total. Et puis qui est d'autant plus visible qu'effectivement on est au pied de cet hôtel Pullman, qui est vraiment une merveille, hein, de Pierre Dufaux. On est juste à côté de la barre de Dubuisson qu'on voit d'ailleurs, qui fait un spectacle magnifique quand on est dans le lobby de l'hôtel, et surtout le ballroom. L'hôtel a été refait pour l'occasion. On est à côté d'ailleurs d'un complexe de logements dont je ne sais pas du tout qui est l'architecte, mais qui est assez
assez élégant et gracieux, et qui est aussi comme ça un peu étagé et qui aurait pu éventuellement servir d'inspiration. Ginsberg, c'était l'un des derniers projets de Ginsberg. Bah ouais, c'est pas mal. Mais à la place, et donc, MVRDV au départ avait un projet qui était extrêmement excitant, qui était MVRDV. Je crois ça devait être un concours. Ils ont gagné le concours, et c'était un excellent choix MVRDV dans le sens où c'est des architectes qui quand même ont fait la preuve, qui sont capables de résoudre des problèmes urbains. Et là, on était dans un problème urbain, dans un problème d'hyperdensité, puisque non seulement il fallait reprendre, réhabiliter, transformer un existant qui effectivement était complètement sinistre, ce centre commercial là, qui débordait d'enseignes qui ressemblaient à rien, qui était ultra gris, qui rendait le quartier hyper terne. Mais en plus, il fallait le densifier, puisqu'il était question de rajouter du logement, ce qu'ils ont fait d'ailleurs sur une plateforme comme ça. Et ce qu'a proposé MVRDV faisait super envie, parce que ça ressemblait complètement à du MVRDV, c'est-à-dire que c'était des encastrements de volume, voilà, qui surgissaient comme ça, des formes un peu agressives, avec des couleurs hyper pop, super vives. Et qui, à cet endroit de Paris, avec ce tunnel comme ça qui sort de l'avenue du Maine, aurait été, mais ça aurait été, je sais pas, ça aurait été vraiment super. Et à la place de ça, enfin, je veux dire, je pense, c'était très prometteur, ça paraissait la bonne idée au bon endroit, l'endroit pour faire une architecture un peu pop, une architecture un petit peu du Nord, et qui pouvait s'intégrer dans Paris, qui n'aurait pas pu s'intégrer à beaucoup d'autres endroits de la capitale. Et à la place de ça, et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est que le projet, il a été raboté d'étape en étape par une espèce d'alliance de circonstances comme ça entre Westfield, donc le maître d'ouvrage, la mairie de Paris qui est quand même dans le coup, et les ABF, et une espèce de coalition comme ça d'intérêts ultra mal alignés, qui a abouti à raboter les volumes, à enlever les couleurs et à radiner sur les matériaux. Et le pire étant les logements, où là on est retourné avec Richard hier, et c'est vraiment, mais c'est honteux. Enfin, je veux dire, c'est même pas regardable, tellement on dirait un empilement d'Algeco. Ça ressemble à rien, c'est mal fini, voilà. Donc c'est très triste, c'est très générique. À l'intérieur, d'ailleurs, tout est générique. On pourrait être à Berlin, n'importe où. Quand il y a une espèce de food court, bon, peut-être c'est pas si mauvais, j'en sais rien, ouais. Avec des tuyaux apparents, c'est pas. Ça va, ça passe, on va complètement l'oublier, ça passe. Mais c'est tellement dommage, c'est tellement une occasion ratée. Moi, je suis très énervée, en fait, parce que pourquoi aller chercher MVRDV si c'est pour faire quelque chose d'aussi transparent, d'aussi générique? Pourquoi se payer une marque comme ça, des architectes stars? On va mettre ça sur le CV de qui? De la mairie de Paris, de Westfield, de j'en sais rien. Et alors qu'en réalité, je sais pas, c'est pas une architecture MVRDV, enfin, c'est rien, en fait, voilà, c'est rien. Sophie? Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Isabelle. Donc moi, ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais allée dans le quartier justement pour visiter le design hotel qui fait avec des artistes. Enfin bref, un autre projet. Et je suis passée devant et voilà, j'ai trouvé que c'était moche et que c'était une architecture générique. Je ne savais pas du tout que c'était MVRDV. Donc je trouve que c'est vraiment effectivement une occasion manquée, sachant quand même que dans leur pays d'origine, les Pays-Bas, ils ont quand même été mais vraiment les plus novateurs, les plus inventifs au niveau de la mixité programmatique. Quand on voit la complexité qu'ils ont réussi à mettre en place dans le silo d'âme de Rotterdam, on ne comprend pas comment on peut aboutir à ça. Enfin voilà, le centre commercial, oui. Alors soit effectivement il y a de la lumière naturelle, mais c'est un espace générique, c'est insupportable, toujours avec les mêmes enseignes. Et donc ça pose vraiment la question de la possibilité ou pas des architectes étrangers à faire quelque chose d'intéressant à Paris. C'était un peu aussi, en moins pire, le même problème qu'il y avait eu avec Franck Gehry
pour le centre américain. Voilà, donc là, c'est aucun intérêt. Philippe. Non, j'ai rien à ajouter. Je trouve que Isabelle a tout dit et très bien, et toi aussi. Donc voilà quoi. Non, oui, peut-être qu'il aurait fallu. Je sais pas. Après, ce serait intéressant de savoir pourquoi l'agence de MVRDV s'est laissé faire. Enfin, s'est laissé. Comment ça s'est passé? Parce qu'ils veulent se développer à Paris. Alors peut-être, oui. Dans ce cas-là, c'est très regrettable, quoi. Peut-être qu'il aurait fallu qu'ils aient un George Heinz avec eux. Non, mais sans doute c'était un projet difficile, quoi, parce qu'effectivement, il fallait construire sur la dalle, donc des bâtiments sur la structure existante, sur la dalle existante, donc c'est des constructions en bois, etc. Bon, mais je pense que, mais je suis d'accord avec tout le monde. Oui, c'est vrai, ils se sont plantés, quoi. Voilà, ils auraient dû faire. En plus, ils viennent de Rotterdam. Tu vois, ils auraient fait. Et surtout, ce qui est terrible, je trouve, c'est quand tu es sur place et tu vois la tour du Dufault. Bon, la tour du Dufault, je ne sais pas si elle est belle. En tout cas, c'est vrai que c'est une sorte d'architectone à la Malevich, là, comme ça, on croit, là, qui va vers le ciel. Hein, aussi un immeuble, on appelle ça, des immeubles de Le Corbusier. Et puis en face, donc, il y a donc Dubuisson. Et là, je pense qu'il y avait quelque chose à faire, c'est sûr. Mais peut-être, quelque chose à faire. Non, c'est pas ça, parce qu'il y avait Dubuisson, il y avait Dufault, et puis effectivement, comme l'a dit Isabelle, il y a ce reliquat là, de l'autoroute urbaine qui devait traverser Paris, qui passe sous le pont. Il y avait quelque chose de fascinant à faire. Et c'est d'autant plus dommage que des situations comme ça, il en existe à Rotterdam, par exemple, avec les bâtiments cubes renversés là, de Piet Bloem, voilà, c'est ça, hein, donc, qui est entre deux tours. Je pense que, voilà, peut-être ils auraient fait un truc comme ça, ça aurait été génial, quoi. Parce que malgré tout, ce qui manque, surtout dans le bâtiment, dans leur projet, c'est le manque de tenue, quoi. C'est aléatoire, mais là, on s'en branle que ce soit aléatoire, parce qu'effectivement, tu as vraiment deux énormes objets hyper réguliers, et on aurait envie quand même d'une certaine régularité, même si cette régularité, je comprends très bien qu'elle va à l'encontre du projet urbain qu'on aura demandé de faire. Bon, eh bien, voilà pour Gaîté Montparnasse. Donc, si je comprends bien, vous irez faire vos courses ailleurs. On va arriver à la séquence maintenant pour finir des cartes blanches. Alors, la carte blanche, à chaque fois, je demande aux critiques de choisir un lieu qui les a frappés, marqués, et à chaque fois, ils ne savent pas ce que les autres ont choisi. Donc, c'est vraiment leur choix. Isabelle. Alors moi, je vais vous parler d'un projet que j'ai vu à Taïwan et qui m'a extrêmement bouleversée, je dirais presque, et qui en plus a eu la bonne idée de remporter en mai dernier le Grand Prix AFEX. Donc il est dans l'actualité, le Grand Prix donc, qui récompense le prix des architectes à l'export. C'est le projet d'une agence franco-catalane qui s'appelle Michel et Miquel, et qui travaillent depuis 10 ans en fait à Taïwan parce qu'ils ont un correspondant sur place et voilà, ils développent des projets qui sont très voilà, ils travaillent beaucoup la question de la mémoire, du paysage, etc. Et là, c'est un projet très très simple qu'ils ont au début refusé de faire quand on leur a proposé parce qu'il s'agissait en fait de transformer une ancienne voie ferrée en piste cyclable. Et ils y sont allés, quand ils sont allés sur place, en fait... Voie ferrée des Japonais, à l'époque. C'est ça, tout à fait, de la période japonaise. Et on est dans le Grand Taipei, hein, ça veut dire qu'on est au nord-est de Taipei, dans ces montagnes sublimes qu'on voit dans les films de Zhou Xiaoxian, entre vraiment voilà, des montagnes avec une sorte de forêt tropicale dessus, et puis l'océan de l'autre côté. C'est une ancienne région minière qui est un peu désaffectée. Et eux, ils ont vu cette voie ferrée. En fait, quand ils l'ont vue, ils se sont simplement dit mais non, faut rien faire, quoi. Tout est là, on va pas toucher, il y a rien à faire. Et donc ils ont refusé de participer jusqu'au moment où finalement ils ont compris que la municipalité allait faire un truc qui allait complètement défigurer le paysage. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le racontent. Et donc finalement là, ils se sont dit bon bah non, ok, on arrive. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont installé sur la voie ferrée un système fait avec des fers à béton
comme ça. Donc c'est une sorte d'acier corten, enfin le même genre, enfin fer à béton, quoi. Et c'est quelque chose de très simple, de très systématique, en même temps qui a été extrêmement compliqué à poser, parce que l'idée était justement de ne rien toucher, d'envelopper tous les arbres, de passer autour, donc juste pour installer ce truc, les systèmes de grues, de machin, bon, c'était toute une histoire. Et le résultat est magnifique parce qu'en fait, c'est une promenade de 3 km comme ça, où on peut faire du vélo, mais on peut aussi marcher. On passe sous un tunnel. On est pendant 1,5 km sous un tunnel avec le fer à béton qui passe juste au-dessus d'une espèce de cours d'eau comme ça, enfin de flaque d'eau. Ils ont juste rehaussé d'un tout petit peu de lumière pour qu'on ne se perde pas. Enfin, c'est sublime. Et en plus, ça a permis de réactiver, mais tout en douceur, la région très très proche, puisqu'il y avait des anciens villages de mineurs, c'était cette région minière, qui étaient complètement abandonnés et qui, alors même qu'elle vient d'être inaugurée, ils sont complètement revitalisés, ils ont été investis par des jeunes qui ont fait des petites pizzerias, des petites bouquinisteries, des petits trucs comme ça. Et donc, voilà, c'est quelque chose d'hyper vertueux, de sublime, faut y aller. Je rappelle que ce projet qui est fait avec un seul élément, en effet, le fer à béton, en fait, a gagné le Grand Prix AFEX cette année. Et c'est vrai que ce projet de paysage est assez fantastique. Philippe Trétiac, alors lui, il nous emmène à Arles. C'est beaucoup plus proche. Il est déjà allé à Arles. Justement, tu as bien raison. Non, juste une chose à propos, tu disais voie ferrée japonaise. Il faut rappeler que Taïwan est un pays étrange en Asie, puisque c'est un pays où les gens aiment beaucoup le Japon, parce que justement le Japon avait énormément développé le Taïwan pendant leur occupation de 1893 à 1945, et qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait à Taïwan plus de kilomètres de voies ferrées que dans toute la Chine continentale. Donc la Chine était très en retard. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà. Oui, alors évidemment, tu as absolument raison. On pourrait se dire, ras-le-bol, ça recommence, Guéry, Luma. Encore Luma. Voilà. On sait bien que le propriétaire de Luma est en train de racheter un peu toute la ville. Là, l'expansion est considérable. Maya Hoffman. Mais là, il se trouve que c'est l'aménagement d'un nouveau, peut-être dernier bâtiment. Je ne sais pas si c'est le dernier qui a été réaménagé. Il y en a peut-être encore d'autres. Tout ça, bien sûr, dans le très, très, très beau parc paysager de Basse-Mette, absolument, qui devient de plus en plus magnifique, quoi. Et là où c'est très intéressant, donc ce bâtiment s'appelle le magasin électrique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment a été construit avec des matériaux qui ont été pensés par ce qui est maintenant le laboratoire qui est chargé du futur, absolument. Voilà, absolument. Donc c'est très intéressant parce que tous les éléments de ce bâtiment, à part ceux il y a une partie qui a été réhabilitée, c'est une réhabilitation. Donc il y a une partie d'éléments qui étaient déjà là, mais les murs, les poignées de porte, les appliques, tout ça a été. Et alors là où c'est intéressant, c'est que non seulement ça a été pensé, donc d'abord, il faut que je donne le nom des architectes. C'est une alliance des architectes belges de BC Studio et des architectes anglais d'Assemble, qui... Les Belges qui ont fait le pavillon belge à Venise. Absolument. Et ils l'ont fait d'ailleurs dans ces fameux panneaux nés de la culture de champignons, qui est développé là, qui est développé au magasin électrique. Et alors c'est intéressant parce que d'abord l'idée c'était de se servir que d'éléments que l'on pouvait trouver localement, enfin, dans un périmètre de 70 km autour. Donc c'est pour ça que par exemple les murs sont en les parois isolantes sont en tournesol, les murs sont en paille de riz, les poignées de porte sont en sel. Enfin il y a comme ça toute une série d'éléments. Alors, donc c'est intéressant parce que, évidemment, tout est dans le process. C'est vraiment passionnant parce qu'ils ont en plus décidé de ne travailler qu'avec des artisans et des entreprises locales dont on m'a dit, bien entendu, que la première réaction a été de dire « c'est pas possible ». Pas question, non, bon, finalement, c'était possible. Ils ont réussi à le faire. Et donc, non seulement le bâtiment existe, mais il continue de s'y faire des recherches sur des quantités de choses, à la fois le tissage, les éléments de construction, bon, etc., etc. Il y a plein de choses à dire et à voir. Et alors après, on peut se poser la question de
de l'architecture. Est-ce qu'on la trouve esthétiquement réussie, ou est-ce que justement le fait de se donner autant de contraintes finalement aboutit à quelque chose de beau? Et là, je trouve que pour une fois, justement, l'ensemble est assez beau, quoi. Je pense qu'il y a à la fois de la question éthique, la question esthétique, tout ça se retrouve assez. Et donc, ça vaut le coup. C'est beaucoup moins loin que Taïwan. On peut y aller en train parce que c'est encore des voies ferrées. C'est pas que des pistes cyclables. Hein. C'est le fil conducteur. Voilà. Et donc, vous pouvez aller à Arles. Ça vaut le coup. Non, franchement, c'est pas mal. Très bien. On enchaîne tout de suite, il nous reste quelques minutes, avec Sophie Trelka qui, elle, nous amène. Alors là, c'est les Le Quesnoy, là, c'est pas possible. Exactement. Et les groseilles. On est dans le film de Châtillez. Estaminet Troquet à Quesnoy-sur-Deûle. Non, mais raconte-nous cette histoire. Alors, mais brièvement, s'il te plaît. Oui, alors d'abord, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans ce projet, c'est que l'architecte a vraiment réussi à saisir tout l'esprit du Nord. Voilà, et à l'injecter dans ce petit pavillon. Pour moi, ça a la délicatesse du pavillon des fleurs de Sigurd Leverens à Malmö. Enfin, c'est vraiment un projet très, très réussi. Donc, ça se trouve dans un site très très beau sur les bords de la Deûle, à Quesnoy-sur-Deûle, donc qui est une commune très proche de Lille. Ça doit être à une quinzaine de minutes, 10-15 minutes de Lille. Et il se trouve que dans des petites communes comme ça, il n'y a plus forcément d'estaminets. Donc les estaminets, c'était les lieux traditionnels où on vient manger une gaufre, manger des frites et boire une bière et jouer à des jeux traditionnels en bois. Enfin bref, donc plus d'estaminets au Quesnoy-sur-Deûle et plus non plus de bars où les gens puissent se rencontrer. Et donc le maire en était vraiment très ennuyé. Et il se trouve que sur ce terrain magnifique en bordure de Deûle, qui a un accès direct, ça longe un parc, il y a les péniches, etc. Et donc il y avait un vieil Algeco amianté. Et donc le maire avait fait appel, avait sollicité l'agence HBAAT, donc Mathieu Berthelot et Hélène Hart, pour savoir ce qu'on pouvait faire avec cet Algeco. Donc ils voulaient le désamianter et le transformer en estaminet. Et donc les architectes ont bataillé. On bataillait pour le projet, pour réussir à produire quelque chose qui rentre dans les mêmes... ils ont expliqué que ça ne se coûterait pas plus cher d'enlever l'Algeco, de conserver les fondations. Donc il y avait une dalle de 8 mètres sur 8 mètres, 8 mètres sur 8 mètres. Et donc ils sont venus construire ce pavillon qui est couvert de tuiles de bois qui ont été réalisées avec un chantier de réinsertion. Et donc l'idée, c'était de travailler sur le carré et aussi pour être économe, d'enlever de la matière là où c'était pas nécessaire. Voilà, d'où ce toit en pente. Alors c'est dommage, on voit pas il n'y a pas de photo de l'intérieur. Non, et on n'a plus le temps. Donc il nous reste 5 minutes à partager tous les deux. Mon cher Richard, donc toi tu nous emmènes. Moi, je reviens à Strasbourg, excusez-moi. Je reviens à Strasbourg. Je reviens, disons, à une modernité heureuse, déculpabilisée. Je reviens à Niemeyer. Je reviens à un truc pas très déconstruit. Je pense que Jean-Pierre Lotte, c'est vrai qu'il fait de l'architecture. Voilà, il est dans son agence tout le temps. Il dessine. C'est sûr qu'il ne met pas beaucoup de choses en question. Mais il y a un vrai plaisir, voilà, de faire les choses, de les fabriquer. Et en plus, ce bâtiment, donc, à Strasbourg, c'est une bibliothèque universitaire. Enfin, c'est un learning center. C'est-à-dire que le Learning Center, c'est trop génial parce que c'est une bibliothèque où tu n'as pas de livres, tu n'as rien du tout. Tu as simplement des tables et les gens viennent, ils sont sur leur ordinateur, donc ils sont seuls, ils sont 2, ils sont 3, ou ils sont 10. Et tu as tous les cas de figure, effectivement, donc, dans les plateaux de ce Learning Center, des cages de verre où on peut se mettre tout seul, à 2, à 3, à 10, pour travailler. Et le truc fascinant, c'est que voilà, au centre du bâtiment, oui, le bâtiment, il est totalement introverti. On le voit, c'est comme un champignon qui vient parasiter la ville. Il n'a aucun rapport avec Panré. Je suis super content de terminer par lui, parce que Panré a toujours gonflé. Et il n'a aucun rapport aussi avec, comment elle s'appelle, Monique Hélène, voilà. Et aussi
Je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe, je veux bien le reconnaître. Donc voilà, et il n'a aucun rapport avec les locaux, quoi, cette espèce de bourgeoise boinéenne, tu vois, qui m'a gâché mes 3 jours de vacances à Venise. Voilà, on revient donc aux fondamentaux, voilà. On monte, on descend, on prend une rampe, on prend un escalier, et putain, on est heureux et on ne se pose pas plus de questions. Comme quoi tu confirmes que la fête n'est pas finie. Alors, en ce qui me concerne, rapidement, parce qu'il me reste gentiment 2 minutes, moi je vais vous emmener en Catalogne, à Gironella. C'est une toute petite ville, justement on est dans les territoires, et là un architecte, Carles Henrique, qui est notre invité ici à la plateforme de la création architecturale, a fait cette transformation de cette église désaffectée en Performing Arts Center, comme on dirait aux États-Unis. C'est un lieu, dédié à la danse, à la musique, à la poésie. Donc c'est une toute petite intervention extrêmement réglée. Vous voyez, très très peu de choses, mais l'idée c'est d'être justement en perméabilité, alors que ce sont des murs de pierre énormes avec ces façades de verre sur le côté pour justement amener les gens, déjà faire entrer la lumière bien entendu, mais aussi amener les gens à participer à tout ça, et puis regarder le sens du détail. Enfin bref, une architecture là encore extrêmement dessinée, extrêmement calée, bien dans le lieu. Bref, tout le bonheur. Donc à Strasbourg ou à Gironella, cet architecte avait fait un ascenseur qui avait été présenté à la Biennale de Venise, qui avait gagné le Lion d'Or à l'époque. Justement, c'était un ascenseur qui est tout simple, tout en briques, et qui aurait pu être un ascenseur, j'allais dire, à la con, si vous me passez l'expression, et qui là précisément est un travail sur la brique, très simple, qui laisse percevoir le paysage à fur et à mesure qu'on monte. Enfin bref, un grand talent dans l'économie de moyens. Et ça, c'est quand même une leçon assez extraordinaire. Je vous remercie tous les 4, je vous remercie tous qui nous écoutez et nous regardez ici. Et je vous dis à très bientôt à la rentrée pour d'autres aventures, je veux dire, sur les territoires de l'architecture. Voilà, merci et bon été.